Les gens qui vont très loin, assurez-vous qu'ils ont été accompagnés. C'est pas, il s'est levé un matin, je suis Elon Musk, je suis Bill Gates. Vous reprenez Teddy Riner, qui est le plus grand judoka français de tous les temps. Il avait une psy depuis qu'il était adolescent, qui s'occupait de lui. Les catégories sociales, professionnelles les plus hautes, ils prennent tous des cours particuliers. Ils vont s'inscrire dans des prépas pour faire médecine juillet-août. À ce moment-là, pendant ces cours-là, ils apprennent une méthode pour être encore plus efficaces. Et plus les gens sont dans des catégories socio-professionnelles basses, moins ils sont conscients de ces choses-là. D'accord. Mais le système, il obéit à des lois économiques. C'est pas simplement des pédagogues qui pensent le bien-être des élèves qui donnent leur avis. Combien de choses on s'est demandé, nous, ça va me servir à quoi de faire des vecteurs, des systèmes d'équations, des identités remarquables, les choses. Parfois, il y a des élèves qui ont des rythmes différents. Le prof, il est en cours, il a un certain rythme de cours. Mais tous les élèves ne fonctionnent pas avec ce rythme-là. Ils ne sont pas en phase avec ce rythme. Quand toi, tu as des problèmes de famille, mais l'autre, il est en train de te parler des identités remarquables ou de l'équerre ou de la règle ou de Cyrano de Bergerac, toi, ton cerveau, il est dans tes problèmes. Mais la bienveillance, c'est un fait. Il y a des filières d'excellence qui veulent aller en prépa, aller en médecine, en STAPS. Ils veulent faire des choses où il y a de la sélection. La plupart des gens qui sont dans ces filières sélectives prennent des cours particuliers. Pour préparer l'émission, je me suis basé sur les travaux de 2 personnes, donc Dominique Glassman, sociologue de l'éducation, spécialisée dans l'éducation, et Anne-Claudine Hollet, maîtresse de conférences en sciences de l'éducation, pour vous apporter des éléments qui vont vous aider et qui vont vous accompagner. Alors là, je parle aux parents surtout, mais aussi aux élèves. Donc s'il y a les élèves qui regardent, les collégiens et les lycéens, cette émission, elle est faite pour vous. Donc, je rappelle les dates d'examen. Le brevet des collèges, c'est le 26 et le 27 juin prochain. Donc, il ne reste pas longtemps. Hein. Moins de 3 mois, peut-être 2 mois et demi. Donc, 2 mois et demi pour préparer un examen. Surtout si vous n'avez pas commencé à réviser, ça ne fait pas beaucoup. Et le bac de français, c'est le 13 juin. Donc, c'est avant. 13 juin, on est plus proche des 2 mois. Et les oraux, donc les oraux du bac de français, c'est le 23, à partir du lundi 23 juin, jusqu'au vendredi 4 juin. Le bac de philo, c'est le 16 juin. Le bac de philo, je me rappelle, c'était magnifique. Ah, je m'en souviens encore, moi aussi. Moi aussi, je me rappelle. J'avais cité Coluche. Ah voilà, bah, tu peux, hein, tu peux. De toute manière, maintenant, vu l'état de la culture de notre époque, il passe pour un très grand intellectuel. Donc, puis non, franchement, c'est fin ce qu'il faisait, c'était réfléchi, c'était pertinent. Et je pense qu'il tient la dragée haute à plusieurs pseudo-philosophes de notre époque qui sont plus bons à se montrer sur les réseaux qu'à produire de la réflexion. Voilà, et ça, j'en suis convaincu. Donc les oraux, je disais, mais c'est les oraux du brevet. Donc parce que vous savez qu'il y a un oral au brevet maintenant. Ah ouais? Ouais, il y a un oral au brevet. Oh. Ouais. Donc là, les oraux, c'est le 23 juin au vendredi 4 juillet. Et le grand oral, ce qu'on appelle le grand oral, c'est l'oral du bac. Et là, c'est pareil, 23 juin, mais ça se termine le mercredi 2 juillet. Donc, tous ces examens demandent évidemment de la préparation. Ils ne restent pas très longtemps. Donc, dans cette émission, on va tenter de vous donner des conseils pour les préparer, autant du point de vue méthodologique que du point de vue de la santé et de l'hygiène. Donc, chers parents et chers élèves, écoutez bien. Donc, si vous avez été sérieux pendant l'année, ce qu'on va vous partager va vous permettre d'avoir de meilleures notes et une meilleure réussite. Et si vous n'avez pas été sérieux, nous allons quand même vous donner des conseils pour rattraper le tout et avoir votre examen, on l'espère. Peut-être pas haut la main, mais si vous l'avez déjà, c'est bien pour certaines personnes. Alors, on va commencer avec une première partie. C'est des rappels, je pense que dans beaucoup de ce qu'on va évoquer dans cette émission, vous allez retrouver des choses que vous connaissez déjà. Peut-être qu'il y a des choses aussi que vous ne connaissez pas et ce serait intéressant de les noter. Mais mis bout à bout, tous ces conseils peuvent constituer une méthode qui va vous accompagner jusqu'au moment fatidique. Donc déjà, le premier conseil que je peux vous donner, on va attaquer tout de suite, et que j'ai remarqué fait défaut à beaucoup de participants, de candidats, c'est de bien connaître et de bien comprendre la nature des épreuves que vous allez passer. C'est quoi la nature des épreuves? C'est le temps que vous allez mettre par épreuve, les types d'exercices qui sont demandés, les compétences qui sont attendues et la notation. L'année dernière, moi, j'ai accompagné un petit groupe de collégiens qui passaient le brevet. Ils étaient une dizaine. Et dans le premier cours que j'avais donné avec eux, je leur avais posé des questions s'ils savaient qu'est-ce qui allait tomber à l'examen. Les types d'exercices, pas exactement ce qui va tomber, ça personne ne le sait parce qu'il y a un huissier de justesse aussi là-bas du côté de l'éducation nationale
qui fait attention à ce que les sujets ne fuitent pas, etc. Ouais, mais c'est de comprendre la logique qui est mise en place dans l'examen. Tout à fait, parce que le brevet, il ne va pas changer du tout au tout comme ça. C'est-à-dire que les types d'exercices, année après année, ça reste la même chose. Il en est de la même chose pour le bac. Hein. Ah oui, pour le bac, oui, totalement. Moi, je me souviens, pour les épreuves de maths surtout, c'était toujours la même façon de prononcer l'énoncé, la même logique. Une fois que tu as compris la logique, tout à fait. C'est toujours la même chose. Après, le résultat n'est pas le même, mais bien sûr. Mais au moins, tu as compris le principe. Voilà, c'est ça. Et comme on dit, un homme averti en vaut deux. Donc cette phase-là, la première phase de bien comprendre la nature des épreuves auxquelles on va avoir affaire, c'est une étape qui est primordiale et fondamentale. Et il y a encore trop de candidats qui, alors je ne pourrais pas expliquer pourquoi, peut-être par négligence, par flemme, ou parce que peut-être le temps il est trop long, ils attendent le dernier moment. En fait, ils ne savent pas ce qui va se passer. Ils se laissent porter par le système, ils se laissent porter par l'année, par les professeurs, etc. Donc faites attention, travaillez-le. Ça ne demande pas grand-chose à connaître. Vous avez beaucoup de résumés, vous avez beaucoup de schémas. D'ailleurs, si vous reprenez les annales et que vous travaillez avec les annales, et ça c'est un autre conseil que je vous donne, eh bien, dans les premières pages en introduction, on vous explique la nature des épreuves que vous allez passer. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir un objectif qui soit clair. C'est quoi? C'est est-ce que vous visez l'excellence? Est-ce que tu veux juste avoir la moyenne? Est-ce que tu veux juste cartonner dans quelques matières et d'autres, tu vas les négliger? Il faut que tu sois au clair avec toi-même pour pas commencer un peu à faire un peu de tout, à négliger certaines choses sans vraiment savoir si tu peux obtenir des points ou pas. C'est d'être dès le départ au clair avec ce que tu vas faire. Donc quelqu'un qui va décider d'être excellent, il ne va pas s'y prendre de la même manière que quelqu'un qui veut juste obtenir la moyenne. Ce n'est pas possible. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut définir dès maintenant, parce que ça va conditionner tout le parcours. Normalement, ça aurait dû être fait au mois de septembre. Mais là, on va faire comme si on commence maintenant à travailler. Parce que ça, prenez bien conscience, c'est qu'on est encore à un temps qui est raisonnable. C'est-à-dire que 2 mois et demi pour préparer un examen. Tu peux rattraper encore. Ouais. Tu peux rattraper énormément de choses. Il y a pas de... c'est pas perdu, en fait. C'est ça qu'il faut se dire. D'accord? Le bac, c'est un peu plus compliqué parce que tu as plus de matières et tu vas plus détailler, développer les matières. Donc là, si vous n'avez rien fait à partir de jusqu'à maintenant, là, franchement, il faut s'y mettre dès maintenant et pendant les vacances, il va falloir bûcher un peu. Troisième conseil, après avoir un objectif qui soit clair, c'est la gestion du temps. La gestion du temps, c'est fondamental dans tout ce qu'on fait, de manière générale. Mais encore plus quand on a un examen. Pourquoi? Parce que votre examen lui-même, il est cadré par un temps. L'année scolaire, elle est cadrée par un temps. Donc la gestion du planning de révision, ça va être déterminant dans votre stratégie de réussite. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déterminer ce qu'on appelle le temps global. Le temps global, c'est 2 mois et demi. Il vous reste 2 mois et demi. Dans ces 2 mois et demi, vous devez avoir un planning, semaine après semaine, en sachant ce que vous allez faire et ce que vous allez réviser. Là, ici, dans la région parisienne, il nous reste 1 semaine d'école et après, il y a 2 semaines de vacances. Pendant les 2 semaines de vacances, là, vous n'avez pas le droit de ne rien faire. Profitez des vacances pour reprendre les cours, réviser, faire des exercices, prendre des cours supplémentaires. Et dans une autre partie, je vais vous expliquer comment justement vous faire aider par des professionnels ou par des structures. Donc, la gestion du planning de révision, ça commence dès maintenant. Ensuite, il va falloir gérer les séances de révision elles-mêmes. Comment on gère une séance de révision? Bien, on fait attention à avoir 2 choses. Un temps de révision globale. Techniquement, comment vous faites? De dire, voilà, aujourd'hui, je vais réviser. Vous révisez avec un temps donné. Vous ne dites pas, je vais réviser jusqu'à que mort s'en suive. Ça, c'est démotivation assurée. Genre, je révise jusqu'à que j'en ai marre, je vais à la bibliothèque jusqu'à la fermeture. Ça, c'est démotivant. Et on va dire, allez, 70-60% du temps, vous allez perdre votre temps. C'est mieux de dire, voilà, je vais réviser 2 heures de manière efficace. 2 heures ou 3 heures. Okay? Parce que 1 heure, c'est pas assez. Mais 2-3 heures, c'est bien géré, c'est très efficace. Et dans ces 2-3 heures, vous allez utiliser la méthode Pomodoro. Pomodoro, on en avait déjà parlé. Dans une autre émission, on l'avait consacrée à la concentration. Cette méthode, elle est justement faite pour maîtriser la concentration.
Donc cette méthode Pomodoro a été mise en place par un homme qui était lui-même étudiant et qui voulait mieux réviser. C'est quand il était étudiant qu'il avait déterminé cette méthode. C'est Francesco Cirillo, dans les années 80. Et jusqu'à maintenant, c'est une méthode qui fonctionne. Auparavant, quand on disait non, il faut réviser en Pomodoro, je vais expliquer ce que c'est parce que je n'ai pas encore dit ce que c'était, les gens ils se moquaient, ils disaient non, mais c'est pas scientifique, toujours l'argument de la science. Mais il y a l'expérience. Les scientifiques, normalement, ils font des expériences avant de dire non, mais c'est pas scientifique parce que quelqu'un qui a fait une expérience pour nous, il a réfléchi pour nous et maintenant nous, on n'a plus le droit de réfléchir. Ah non, ça, c'est pas scientifique du tout, ça. Non, pas du tout. Et lui, donc, il a déterminé une phase de concentration maximum de 25 minutes. Pendant 25 minutes, vous allez travailler, réviser, lire, faire vos fiches, prendre vos notes, regarder des tutos, regarder des cours, des résumés, etc., faire des dictées, là, dans le cas du brevet. Et après, au bout de 25 minutes, vous faites une pause de 5 minutes. C'est ça le Pomodoro. Un Pomodoro, c'est 30 minutes. C'est 25 minutes de travail avec ces 5 minutes de pause. Aujourd'hui, ça, c'est les recommandations officielles de l'Éducation nationale. Si on reprend les conseils de Stanislas Dehaene, qui est le directeur du comité scientifique de l'Éducation nationale, il dit, si vous avez 2 heures de révision, vaut mieux les découper en 4 fois 30 minutes que de faire 2 heures d'un coup. D'accord ? Comme ça permet un petit peu de se dégourdir les jambes, boire un verre d'eau, respirer et de reprendre son travail, de reprendre un peu d'énergie. Un petit peu, oui. Hein ? De lâcher un petit peu, oui. Exactement, ouais, tout à fait. C'est important. Ouais, ça permet de faire redescendre justement tout ce que tu as assimilé pour que ça se digère. Quoi. Exactement, de le digérer. Il faut un temps de digestion. Ensuite, la gestion du temps, ça va concerner celle des examens et des épreuves. Et à savoir rester concentré sur un temps donné, ça ne vient pas en un claquement de doigts ou parce que vous l'avez décidé. C'est un entraînement. C'est une éducation. Il faut le faire plusieurs fois pour que, au moment où vous allez le faire pour de vrai, que ce soit quelque chose qui soit facile pour vous. Mais si la première tentative, c'est celle de l'examen final, c'est normal que vous n'y arrivez pas. D'accord ? Donc, sur les temps d'examen, par exemple, pour le brevet, en français, vous avez 3 heures. 3 heures, en termes d'énergie, c'est beaucoup. À réfléchir, rester assis, écrire, le brouillon. Donc ça, si vous l'avez fait plusieurs fois avant, ce sera plus facile le jour J. En mathématiques, vous avez 2 heures. En histoire, vous avez 2 heures aussi. Et en sciences, vous avez 1 heure. Tout ça, il faut le savoir, il faut le gérer. Il faut savoir et il faut le gérer. Donc, la gestion du temps des examens. Je termine avec 2 conseils avant de laisser la parole à Camille. S'entraîner avec des annales. Les annales, c'est très important parce que ça contient des types d'exercices à quelques consignes près, les mêmes que vous allez avoir à l'examen. C'est toujours la même forme. C'est toujours la même chose. Ça ne change pas. Donc, pourquoi vous allez vous casser la tête à réviser avec vos cours à vous, au contrôle des enseignants, sauf si les enseignants ils ont toujours travaillé avec des exercices type brevet, ça c'est très bien, ou type bac, quand c'est pour le bac. Oui, il y en a qui font des exos blancs, des examens blancs, tu vois, que ça c'est bien. Ça c'est très bien. Et donc vous allez acheter des annales qui vont compiler les sujets des années précédentes. En plus, il y a les corrigés qui vont avec des commentaires. Donc vous avez tout à gagner à réviser de cette manière-là. Et je crois que maintenant, tu en as sur Internet. Moi, je me souviens que je l'ai téléchargé directement sur le net. Oui, il y en a plusieurs aujourd'hui. Vous pouvez aller les récupérer sur Internet. Vous avez le sujet et les corrigés. Mais les annales, avec les bouquins, c'est encore mieux parce que tu as beaucoup de commentaires faits par des profs. D'accord. Ouais, est-ce que pour les IA, ça peut marcher? Ah oui, bien sûr. Ils peuvent te préparer. Tu vois, là, j'aimerais passer un truc blanc. Là, nous, on a, comme il disait Schumacher à l'époque, avant son accident, on vit une époque formidable, il disait avant son accident. On a la chance d'avoir les intelligences artificielles. Donc, les intelligences artificielles, vous pouvez lui rentrer le PDF d'un examen et vous lui dites, tu me fais la même chose en me changeant certaines données conformément au programme. Tu peux le faire en maths, tu peux le faire en histoire. C'est un super outil. Mais faut-il savoir l'utiliser et ne pas dépendre de lui pour réfléchir à notre place. Et si tu lui demandes le sujet de l'année pour l'examen, tu crois que ça marche? Peut-être. Hein. Si tu lui en rentres, je sais pas moi. Parce qu'en fait, il faut savoir... Vous voulez que j'essaye? on pourrait essayer. On peut essayer parce que si c'est le même jury, parce qu'en fait, il y a un président de jury qui est désigné l'année d'avant avec une équipe pour élaborer les sujets. Mais si c'est le même cerveau qui l'a fait pendant 2, 3, 5, 10 ans, avec l'IA, il peut voir les
récurrences et voir si les Ouais, sujets, il peut c'est voir un le peu les schéma mêmes. qui s'est mis en place. Tout à fait. Et c'est des schémas inconscients, ce qu'on appelle un mode opératoire. Donc la personne, lui, il fait pas attention à ça. Pour lui, c'est juste, on a changé. Bon, après, lui, il va pas piéger les gens non plus. Hein. C'est pas des éminences grises dans des bureaux à dire on va faire du mal aux élèves. Non, pas du tout. Non, au contraire, le brevet, c'est vraiment jouable. Quelqu'un qui a été là toute l'année, qui a été assidu, il a fait vraiment ce qu'il fallait faire sans trop en faire non plus. Franchement, il l'a haut la main. Oui, puis tu as le contrôle continu aussi qui compte. Exactement. Voilà, de plus en plus. Et notamment pour le bac. Ah, pour le bac aussi maintenant? Ouais, tout à fait. Enfin, moi, Ouais, je l'ai passé. Déjà, moi, je l'ai passé en continu en 2010-11, déjà. Ouais, tout à D'accord. fait. Ça a changé, ouais. D'accord. Parce que Par pour le rapport à brevet, ton- ça marchait, par mais le rapport bac, non. Par rapport à ton époque, ça a changé, Camille. Ouais, ça nous rajeunit pas. Ça date. Voilà. Et dernier conseil, donc, c'est de faire de bonnes fiches de révision efficaces. Et en fait, les fiches de révision, elles sont efficaces parce que c'est toi qui le fais tout seul. Ça ne veut pas dire que tu t'inspires pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de méthodologie de fiche de révision. C'est pas ça. C'est que ta fiche de révision, pendant que tu es en train de la faire, tu es en train de réviser, tu es en train d'encoder de l'information, tu es en train de mémoriser. Il n'y a rien de plus inefficace. Non, ce qui serait inefficace, ce serait plutôt de ne pas réviser du tout. Mais je trouve que c'est très inefficace d'utiliser les fiches des autres, juste parce qu'elles sont bien présentées. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le fait que ce soit toi qui fasses tes fiches, qui recopie, qui utilise des couleurs, qui utilise des dessins, et moi, je vous conseillerais toujours d'utiliser le mind mapping. Le mind mapping, la carte mentale, la carte heuristique, c'est un excellent exercice. Et en fait, moi, je le combine avec les fiches classiques. Donc, vous faites une fiche classique avec du contenu écrit et vous transformez cette fiche classique en une carte mentale avec des dessins, des couleurs et la structure de la carte mentale. Voilà pour cette première partie d'émission et je laisse la partie suivante à Camille. Oui, et pour compléter ce que tu dis, c'est que nous, on a plusieurs mémoires différentes. Et puis, selon les personnes, on ne va pas utiliser les mêmes canaux pour se souvenir. On ne va pas utiliser les mêmes sens. Donc, l'avantage quand tu fais le mind mapping, que tu dis, et surtout de le faire soi-même, c'est que tu utilises plusieurs de tes mémoires. Donc, tu ancres encore plus rapidement tes cours. Déjà, rien que le fait de l'écrire et de le dessiner, tu utilises le kinesthésique. La grande majorité des gens... Tu peux rappeler le kinesthésique? Kinesthésique, c'est tout ce qui est touché. Le fait de faire, c'est utiliser tes muscles. Là, tu utilises la mémoire corporelle. Donc, tu vois, déjà rien que ça te permet un premier enregistrement. Et donc, le faire avec le physique... Et une grosse partie, on va dire, un peu plus du tiers de la population est kinesthésique. Donc, ils ont besoin de faire avec leurs mains pour mémoriser. Plus facilement, oui. Ouais. C'est pour ça, tu leur donnes, tu fais un exercice pratique, ils enregistreront plus rapidement et en plus, ça les motivera davantage. D'accord. Et après, tu as le côté visuel en même temps qui se met en place. Donc si tu as des personnes qui sont visuelles, qui utilisent plus la vision pour se souvenir, là, ils ont leur carte avec des couleurs, avec des choses qui les attirent encore plus. Donc là, pareil, c'est une mémoire qui est développée davantage pour eux, donc c'est encore plus facile d'enregistrer les informations. Donc là, ils disent c'est un peu la mémoire photographique, c'est ça? Oui, alors la mémoire photographique, pour moi, c'est tu vois un truc une fois, tu as déjà tout enregistré en une fois. C'est vraiment très spécifique et très peu de gens ont la mémoire photographique, tu vois. D'accord. Donc là, le visuel... Là, c'est vraiment visuel, tu vois les choses que tu fais. Et en plus, si tu es kinesthésique et visuel, là, c'est le top du top. Tu combines les modalités, et là, ça renforce la mémoire. C'est ça, ouais. Très bien. Et après, pour les auditifs, eux, ils ont de la chance, ils ont juste à écouter le cours et puis c'est bon, quoi. D'accord. Okay, c'est pour ça qu'il y en a qui ont plus de facilité que d'autres. Ouais. On n'est pas tous égaux sur ce plan-là. L'éducation telle qu'elle est faite aujourd'hui est plus faite pour les auditifs, puisqu'on écoute plus et on prend des notes, que pour les visuels ou les kinesthésiques. Sauf pour les profs qui utilisent beaucoup de visuels ou les profs qui vont faire des exercices pratiques. D'accord. Très bien. Et donc, sinon, pour améliorer les révisions, déjà, il faut avoir un corps, un cerveau en bonne santé et qui utilise le bon carburant. Donc, en premier, on va parler du sommeil. Il faut absolument avoir un sommeil qui soit réparateur, un sommeil qui soit suffisant. Mais pas pendant les examens. Alors non, il vaut mieux faire avant les examens, ça c'est mieux. Pendant la préparation. Pendant la préparation, tu vois, tu fais avant ta prépa, pendant vraiment les 3 heures, peut s'organiser une petite sieste. Si tu vas vite, pourquoi pas hein. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner avant. Si tu maîtrises l'auto-hypnose, tu fais des micro-siestes. Par contre, il ne faut pas te louper. Mais, mais en général, si tu maîtrises, t'inquiète, tu fais les micro-siestes.
Mais bon, quand tu es à fond avec l'adrénaline, je pense que tu n'as pas forcément envie de dormir pendant les 3 heures. Tu n'as pas envie du tout. Donc oui, c'est très important le sommeil parce que ton cerveau, il a besoin d'être à fond. Donc là, on parle principalement du cerveau, mais c'est tous les organes qui sont concernés. Donc l'erreur à éviter, bien entendu, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est de réviser super tard, de travailler comme un acharné inutilement, parce que travailler plus, ça ne veut pas dire même travailler mieux. Par contre, travailler intelligemment, ça veut dire travailler mieux. Ouais, Sarkozy ne serait pas d'accord avec toi. Hein. Ouais, bah ça... On va pas rentrer dans ce sujet-là. C'est pour ça qu'il a brassé électronique aujourd'hui. Pour ça, parce qu'il travaille trop. Ouais, bah, tu vois. Mais Lucide Justesse approuve. Voilà, tout à fait. Donc c'est bon. Validé. Donc voilà, révisez pas super tard. Priorisez aussi le sommeil, c'est super important. Surtout pour les jeunes. Surtout pour les jeunes qui ont un cerveau qui n'est pas encore mature. Désolé de le dire, mais c'est vrai. Le cerveau devient mature. Il n'est pas encore mature. Non, il devient mature pour les filles et les garçons à 25 ans. À 25 ans, c'est la fin, on va dire plus ou moins officielle, de la formation du cerveau. D'accord. Donc, il y a besoin de repos, il y a besoin de régénération et il y a besoin pour pouvoir améliorer ses capacités cognitives. Ensuite, bien entendu, on va parler alimentation. On entend beaucoup de, pour les examens, bouffer du sucre. Ah ouais, non, ça c'est horrible. Bouffer les barres. Et on en La avait Red Bull aussi. on en avait parlé. Sérieux ? Oui, bien sûr. Là, c'est la mode. Non, buvez pas ça. Non, arrêtez ça. Alors, buvez pas ça. On en avait parlé déjà quand on avait parlé du sucre, mais le modèle, c'est quoi ? C'est vous avez le droit de ramener à manger quand il y a des examens. Oui. Et même dans les examens blancs. Et qu'est-ce qu'on te conseille de ramener ? Kinder Bueno, les machins. Exactement. Les trucs super sucrés. Et ça a donné même une publicité, je ne sais pas si vous en avez parlé la dernière fois, mais la publicité de l'oral d'anglais. Et à un moment donné, il passe un oral d'anglais. Après, il sort de l'oral, il dit à l'autre, alors qu'est-ce que t'en penses ? Il dit, je pense que c'est pas gagné ou un truc comme ça. Et en fin de compte, c'était une pub pour du chocolat, en fait, tu vois. Et là, on est en train d'éduquer les gens à ce que ce soit normal de manger des trucs comme ça, des barres de chocolaté, pour pas donner de marque, pendant les examens. Ah ouais, non. Alors non. Si tout fonctionne comme il faut dans votre corps, normalement, vous ne mangez même pas pendant l'examen. Parce que si vous mangez, vous ralentissez l'organisme. C'est déjà bien avant l'examen que vous avez pris toutes les forces nécessaires. Donc normalement, le top du top, c'est de manger des trucs qui sont adaptés pour vous. Donc des fruits frais, juteux, quelques fruits secs éventuellement, pas non plus en abuser, des fruits secs gras. Comme quoi, par exemple Les amandes, les noix, voilà, ce genre de choses. Les pistaches, les pistaches, on peut, les pistaches les pistaches, tu peux, ouais. Et ça, en plus, c'est des bons... Par contre, les trucs bons pour la santé sont... C'est cher, mais au moins, ça vaut le coup. Et tu en manges moins que ces saloperies que tu prends qui sont bourrées de sucre. Ouais, c'est vrai. Vraiment. Attends, c'est vrai que c'est cher. Les noix de cajou, c'est cher. C'est vrai que c'est un peu plus cher. Ouais. Mais les produits dégueulasses, comme les barres chocolatées que tu manges, c'est moins cher, c'est subventionné, mais après, tu vas le payer après chez le médecin. Aller courir à droite à gauche chez le dentiste, chez le médecin, t'as mal au dos, les artères, le truc. Après, quand tu cumules tous ces trucs-là, et en fin de compte, tu payes à la fin. Et quand on dit que c'est plus cher, effectivement, c'est plus cher sur le moment. Mais quand tu manges quelque chose de bon et de qualitatif, tu manges moins derrière. Ouais, parce que tu as moins besoin d'apport. Alors que quand tu manges tous ces trucs sucrés, tous ces trucs artificiels, ça te donne, là, tu as plus envie de manger parce que tu n'as pas toute l'énergie qu'il te faut. C'est compulsif. Et tu manges tout le temps. Et on mange de plus en plus, d'où les problèmes d'obésité, ce genre de choses. Très bien. Donc, alimentation, mangez surtout des fruits. En gros, si vous voulez savoir si c'est un aliment qui est fait pour vous ou pas, si vous pouvez le manger cru, c'est que c'est fait pour vous. Si vous pouvez pas, c'est pas fait pour vous. Oui, mais les cannibales vont te dire, nous, on mange des humains. Ils mangent de la viande. Alors, la viande, c'est un aliment secondaire. Ouais. On le tolère, faut pas en abuser. Mais oui, ça fait partie des aliments. Faut pas en manger trop. Voilà, faut pas en abuser, c'est tout. Comme de tout. Mais on peut plus facilement abuser des fruits que de la viande. C'est vrai, tout à fait. Ensuite, et aussi, je vous parlais des noix. Ça, c'est super important parce qu'il y a de très bons acides gras dedans que le cerveau adore. Voilà. Les noix. Oui, les noix. Donc, manger des cerveaux de noix, c'est bon avant. Voilà, noix, amandes, ce genre de choses. Donc, les fruits gras et ça, secs. Tu les manges pendant tes révisions déjà. Pendant toute la durée de tes révisions, tu dors bien, tu manges bien. Ouais. Et tu consommes ces produits-là prioritairement par rapport à d'autres produits qui ne sont pas qualitatifs. Exact. Et le jour de l'examen, jour de l'examen, moi, ce que je te conseille, ou pendant, je te conseille plutôt avant.
tu vois, que tu as déjà commencé à digérer. Comme ça, tu as ton énergie qui va plus sur ta concentration et ton cerveau. Parce que quand tu manges, en fait, pendant, le problème, entre guillemets, c'est que ton énergie, elle va aller aussi dans la digestion. Ah oui, Donc, c'est la vrai, concentration, elle diminue un petit peu. Hmm. Je peux te dire que quand tu es en examen et que tu as l'adrénaline et que tu as bien mangé suffisamment avant, Ah, t'as pas besoin. tu n'as pas faim. Ouais, c'est vrai. T'as pas faim. T'es en état de stress. Enfin, alors là, après, il faut transformer en bon stress, bien entendu. Donc ça, c'est encore un autre travail, quoi, voilà, c'est de le stress motivation. qui va te motiver. Si t'es à fond dans ce que tu fais, que t'es concentré dans ce que tu fais, t'as pas faim. Par contre, une fois que c'est terminé, tu vas te dire, ah ouais, je peux avoir la dalle. Ouais, Voilà. c'est vrai. Ça a consommé tellement d'énergie que t'as Exact. un retour Exact. à ta faim, quoi. Par contre, le truc à avoir, c'est une bouteille d'eau. Toujours bien s'hydrater. Le cerveau a besoin d'eau. Et ça, c'est C'est valable très important. pendant toute Tout la le temps. préparation, les Tout le révisions temps. et le jour de l'examen. Ça, tout ce que je te dis, c'est même toute la vie. Ah oui, d'accord. Parce que toute l'année, quoi. Voilà, tout ce qu'on donne, là, les informations que je me rends compte, tout ce qu'on donne là ce soir, ça marche pour les révisions, mais ça marche pour tout. Parce que là, c'est de la performance, moindre- en fait. On parle de faire de la performance. C'est exactement ça. C'est exactement ça. L'objectif, c'est que tu sois le plus performant possible le jour de l'examen. Et donc ça marche pour cet objectif-là, mais ça marche pour tous les Une objectifs que tu compétition peux de avoir. sport où Ouais. tu as un business à mener, tu dois faire une négociation avec un partenaire ou autre. C'est les mêmes règles. Exact, exact. Ça te donne accès à toutes tes capacités. Capacités cognitives, mais aussi les capacités physiques. D'accord. Parce que le cerveau, ça reste... c'est un Mais bout de est-ce qu'il viande, est quoi. fait pour ça? Quoi? Par exemple, que le cerveau soit sollicité autant pendant les examens, par exemple 3 heures de français, 3 heures dans la même journée ou un truc comme ça. Ah, il faut l'entraîner. C'est comme un muscle. Si par exemple, effectivement, tu t'es jamais concentré plus de 10 minutes dans ta vie, ça va être compliqué de passer de 10 minutes à 3 heures d'un coup. Ouais, Par contre, si tu l'entraînes petit à petit, Prends l'habitude, toi, et ça- tu prends 10 minutes, et 15 ça- minutes, ça, 20 minutes. c'est Pomodoro. le phénomène de plasticité cérébrale. C'est-à-dire que ton cerveau, il est à l'état de potentiel. Et il va réagir en fonction de comment tu le conditionnes, de comment tu l'entraînes. Et en fait, il est fait pour ça, il est fait pour l'activité intellectuelle. Mais ce n'est pas simplement des choses techniques. Il y a aussi de la motivation, il y a de la psychologie derrière. Il y a tu du vois, travail. Ouais, c'est ça. Il y a C'est pour accompagner tout ça, tu vois. Il y a certaines neurosciences aussi, il y a de la PNL que tu peux utiliser également sur les croyances que tu peux avoir. Ça, c'est des choses qui... Moi, j'étais en plein dedans. Moi, qui les jouent examens, je énormément. comptais les trucs. Hein. Moi, il fallait qu'à 1 heure, dès que ça sonnait, j'avais le droit sur 3 heures, j'avais 1 heure, je faisais tout en 1 heure, après je partais. Tu supportais pas, tu gérais pas. J'arrive pas. Tu avais une pression, c'est ça? Non, c'est la concentration. Ce que tu disais tout à l'heure, impossible. Et ben Genre, ça, après, je ouais. sature. Après, je comprends Mais- plus ce que je lis. Je comprends Mais plus, tu réussissais quand même tes examens. Ouais, mais moi, c'est moi, c'est du justesse. Tu vois, ça vient de là-haut. Moi, ça descend direct. Ah ouais. Non, j'ai eu de la chance sur ça. Moi, Non, t'as pas. Moi, je pense pas que tu as eu de la chance. Moi, je pense que tu es très intelligent et que tu as su utiliser cette intelligence. Ouais, mais je me rendais pas compte sur le moment. Non. Ça, je me rendais pas compte quand je faisais mes exercices. Je me dis, c'est foiré, c'est mais, pas possible. mais tu réussissais. Mais j'ai eu 12 de moyenne, normal. C'est ce qu'il fallait. Mais je sais que si j'avais les bonnes clés comme ça, les trucs comme je sais que j'aurais beaucoup plus. Les bons outils, quoi. Et à l'école, on t'apprend pas ce genre de choses. Non, Voilà, non. pendant un examen, il faut gérer son temps comme ça. Bah, justement. Machin. Et moi, c'est un livre qui m'a aidé à ça. C'est bon, je vais pas le citer, je sais pas si on a Si, le droit tu et peux, tout. tu peux. Le titre d'un livre, tu as le droit. C'est C'est votre cerveau. Putain, j'ai plus le titre exact, mais c'est Fabien Olicard, je sais pas si tu connais. Ah oui, je connais, Olicard. Et imager, tu sais. Ouais. Raconter une histoire. C'est On ça. retient plus des trucs animés, des machins. tout Je à me fait. faisais un film dans ma tête. Tout à fait. Et D'ailleurs, ce qui dès fait. que je voyais une phrase, j'avais tout le film. Bah, c'est Un bien. homme qui marchait, machin. Ouais, Ok, ouais. la voiture verte, ça veut dire les pommes, exemple. Hein. Ouais, bien Et sûr. hop, je savais que c'était ça et je faisais comme ça. Ouais, Bah, tu vois, c'est le même principe que le mind mapping. En fait, si tu reprends le Il travail. y avait de un palais Fabien- mental aussi. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais en fait, tous ces outils-là ont été plutôt développés par Tony Buzan dans le monde anglo-saxon et puis un peu en France. Puis après, les gens qui sont plus médiatisés ne te disent pas d'où ça vient, tout ce travail-là. Mais on connaît depuis longtemps que les images... Déjà depuis l'Antiquité. Hein. Voilà, c'est ça. C'est quand on Depuis parle de l'Antiquité, quand palais ils mental, avaient tout à apprendre. Voilà, palais mental, l'expression que tu viens d'utiliser, on appelle ça des loci aussi, des loci, de locus. Ça vient d'orateurs de l'Antiquité. Et on a modélisé leur façon de faire en disant, lui, comment il a fait pour mémoriser? C'est parce qu'en fait, il construisait des pièces dans sa tête, il mettait une information et il se promenait dans ces pièces-là. Ça devrait être étudié, ça devrait être enseigné à l'école, je trouve, Mais en fait, ces systèmes-là. En fait, c'est enseigné, mais pas dans les niveaux dont nous on parle. C'est enseigné à un autre niveau. Et c'est enseigné dans d'autres pays.
Oui, non, mais c'est pour dire qu'en France, il y a un retard monstre sur ça. Oui, il y a un retard monstre. Mais après, sur la méthodologie d'apprentissage, effectivement, il y a des informations que les profs donnent, mais comment dire, il n'y a pas quelque chose, voilà, il n'y a pas un cours exprès de comment on fait. En fait, c'est compliqué d'enseigner déjà le contenu du cours lui-même. Si on veut faire des cours de méthodologie, en fait, c'est des cours supplémentaires. Et alors que ces cours-là, c'est ça qui est le plus important. La façon d'apprendre, elle va beaucoup plus aider que le contenu lui-même. Parce que tu prépares les gens à recevoir l'information. Mais là, je te rejoins là-dessus à 100%, il y a un retard monstre. Et quand nous, on découvre ça 20, 30, 40 ans plus tard, je savais ça, je dis punaise, attends, c'est pas possible. Si je l'avais su avant. Si j'avais su avant, on s'est fait arnaquer, on s'est fait avoir en beauté. Camille, alors? Et donc, oui, pour finir, donc, le sommeil, super important. L'alimentation, encore plus important. Ensuite, l'hydratation, très important. Si tu as une pause à prendre pendant ton examen, c'est pour t'hydrater et aussi pour respirer. Le cerveau adore l'oxygène et il en a besoin vraiment pour être performant, pour pouvoir se concentrer, pour pouvoir accéder à tout ce que tu as emmagasiné. Donc là, voilà, c'est ces 4 choses-là qui sont à faire. Mais quand tu dis respirer, il respire déjà pendant l'examen. Qu'est-ce qu'il fait de spécial pendant la pause? Alors, c'est une respiration consciente. Donc, comment dire, il existe différents types d'exercices de respiration. Après, celle qu'on connaît le plus, c'est la cohérence cardiaque. On en entend énormément parler. On en a parlé et déjà. Ça te permet de gérer ton stress. Voilà, on en a parlé dans l'émission. Oui. C'est très facile à faire. Super facile. Tu comptes 5 utile. secondes à chaque fois. Tu inspires 5 secondes, tu expires 5 secondes. Ça, c'est la plus simple. Elle est très efficace, vraiment. Donc, si tu as une pause de 5 minutes à faire pendant ton examen, tu vois, tu te dis, OK, là, je sature. Je respire. Tu respires, tu bois. Et après, tu te remets. Tu fermes les yeux. Et vraiment, tu te perds pendant quelques instants de OK, tu vas ailleurs et tu verras que ça fait une sorte de reset dans ton cerveau qui se dit OK, on est reparti. C'est bon. Tu as récupéré de l'énergie. Tu récupères de l'énergie et surtout, tu récupères les informations que tu avais emmagasinées avant. Parce qu'il y a des fois, comme tu satures, ton cerveau il dit non, je me souviens plus. Les gens qui stressent énormément et qui se disent je me souviens plus de rien, c'est parce qu'ils ont saturé leur cerveau, notamment par le stress, mais aussi par des pensées parasites. Et donc là, au moins, c'est hop, il lâche tout ça et bizarrement, ça revient tout seul. Très bien. Et après, donc ça, c'est la base de la base, vraiment pour avoir accès à ces capacités. Et après, tu peux encore améliorer tes capacités via l'auto-hypnose et via les neurosciences. Très bien. Merci beaucoup pour ces conseils. On va enchaîner avec une autre partie. Donc moi, le prochain conseil que je vais vous donner, surtout pour les élèves qui sont un peu en retard, c'est de prendre des cours particuliers. Et je vais vous donner les avantages à prendre des cours particuliers et pourquoi il faut les prendre. Il faut savoir que 64% des élèves ayant pris des cours particuliers constatent une amélioration de leurs notes. Parce que c'est un peu ça l'objectif, c'est d'avoir des meilleures notes, un meilleur niveau. Et là, on a beaucoup d'avantages. Alors, je sais qu'il y a des professeurs qui vont dire non, etc., mais il y a une réalité. Quand on est une famille, des parents, ils ont des enfants, ils veulent que leurs enfants réussissent. Et parfois, le système scolaire, ce qu'on vient d'évoquer avec l'huissier de justesse, Sofiane, c'est que parfois, le système scolaire, il n'est pas à la hauteur. C'est vrai, c'est une réalité. Pas partout, pas avec tous les professeurs, on ne va pas généraliser, mais trop souvent, il y a quand même des absences parfois. Il y a des élèves, moi j'ai vu des statistiques dans certains établissements, pas de professeur de français pendant 2 mois, 3 mois sur une année scolaire. Pas de professeur de... Bah oui, le prof de maths malade, pas remplacé pendant 2 mois, 3 mois. Sachant que dans une année scolaire, tu as 36 semaines. Tu as 36 semaines de cours, minimum. Donc, tu perds 1 mois ou 2, c'est énorme sur 36 semaines. Donc, tout ça fait qu'on a besoin d'avoir des solutions concrètes et efficaces. Pour moi, le plus important, c'est ça, prendre des cours particuliers. Donc, le premier avantage, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la pacification des relations familiales. Parce que quand tu es dans ta famille, avec tes enfants, etc., parfois, tu as l'impression que tu es dépourvu de solutions. Tu es là, tu vois, peut-être l'enfant, toi, tu penses faire tout ce qu'il faut, etc., mais tu vois, les notes, elles ne suivent pas. Donc, c'est important de prendre quelqu'un qui va venir apporter quelque chose, un nouveau souffle, qui va accompagner l'enfant. Et les parents, ça les décharge un petit peu de ce travail-là, de cet accompagnement-là. Donc là, il y a quand même un élément qui est positif pour la famille. Deuxième élément, c'est le soutien moral. Parce que l'élève sent qu'il est épaulé par quelqu'un qui s'occupe de lui. Alors que quand tu es dans une classe avec 24, 30, 35 élèves, des fois, les élèves, ils ont honte de poser des questions. Des fois, le prof, il va très vite.
pendant le cours. Il faut terminer le programme, etc. Là, l'élève, il sent qu'il y a quelqu'un qui va l'écouter. Et en plus, il va l'écouter, c'est pas ses parents. Donc, il y a des choses que tu peux plus facilement demander à quelqu'un qui n'est pas ton père ou ta mère, parce que parfois, avec l'émotionnel, il y a pas des résistances, mais en fait, la communication, elle est différente. L'autre avantage qui me semble intéressant, c'est l'individualisation de l'enseignement. C'est-à-dire que le problème avec l'école, c'est que c'est trop général. Ils vont donner des explications passe-partout. C'est du générique. Et quand le prof il s'adresse à cette globalité d'élèves, c'est pas précis. Et peut-être toi, tu te poses certaines questions auxquelles le prof il répond pas. Donc, malgré toute la bonne volonté des enseignants, et nous, on respecte les professeurs. Même moi, j'ai été enseignant pendant longtemps, et on a un professeur avec nous dans le studio. Donc, malgré toute cette bonne volonté, le prof, il peut pas répondre à tout le monde. Il peut pas répondre à toutes les questions. À 1 heure ou 2 heures de cours, il faut avancer. Il y a la classe d'après qui arrive. Il a préparé ses cours. Il y a les contrôles, etc. Donc, il y a un contexte qui est difficile. Donc, surtout que les élèves, je parlais de ceux qui ont honte de poser les questions, eh ben, quand tu es un prof particulier, tu peux lui poser la question. D'ailleurs, il est là pour ça, c'est pour répondre à tes questions. Donc, individualiser l'enseignement, ça revient à prendre en compte le vrai niveau de l'élève. C'est pendant les cours particuliers que le professeur, il voit le vrai niveau de l'élève et à partir de là, il va construire le chemin pour l'aider à évoluer avec sa propre réalité. L'autre point qui est important, et qui constitue un avantage des cours particuliers, c'est le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur, c'est contrairement à la classe et en groupe, quand tu es en cours particulier, tu as le droit de te tromper. D'ailleurs, c'est même le centre d'intérêt du travail du professeur. C'est de voir les erreurs. Quand tout se passe bien, ça va. Quand l'élève, il comprend, c'est nickel et tout ça. Il arrive, il fait en mathématiques les bons calculs, il a les bons résultats. En français, il a le bon raisonnement, la phrase, elle est correcte, etc. Et c'est tant mieux. Mais quand c'est un bon élève, tu peux encore le faire avancer. Quand il maîtrise, il peut avancer dans le programme. Il peut aller encore un peu plus loin. Mais quand l'élève il se trompe, le rôle du prof dans ce cadre-là, c'est pas simplement de lui dire tu t'es trompé. C'est de lui montrer comment il s'est trompé. C'est ça en fait. Le prof déjà, il doit comprendre comment il en est arrivé à ce résultat qu'il faut et lui faire prendre conscience comment il est arrivé à ce résultat qu'il faut et après le faire reculer un petit peu pour emprunter le chemin qui est bon. Et en fait, il fait conscientiser l'élève, il est en train de l'élever. Ouais. Et le top du top, c'est qu'un professeur de cours particulier, il amène ses élèves à l'autonomie. Et pas que l'élève, il dépende de lui et que les parents, ils payent. Moi, je dis toujours aux parents, quand je les rencontre, quand je leur propose des cours ou je leur explique qu'il faut que les enfants ils prennent des cours, je leur dis, un bon prof, c'est quelqu'un, tu le vois que temporairement, hein. S'il reste toute la vie, c'est que c'est pas bon, il fait pas son travail correctement. Ensuite, un autre élément qui est important, et c'est pas des moindres, c'est le renforcement de la confiance en soi. Ça, c'est un sujet qui est aujourd'hui très important, parce qu'à force de prendre conscience de la source des erreurs, les élèves vont prendre un autre chemin de réflexion et mieux réussir ce qu'ils font. Donc, au fur et à mesure des réussites, tu réussis 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu gagnes en confiance, parce que tu sens que tu es capable de faire, et tu vois que tu réussis. Et là, tu sais quoi qui augmente en toi, et on en avait parlé lors de la première émission, c'est la confiance en toi et l'estime de toi. Ouais, l'estime de toi. Pourquoi ? Parce que tu te vois en train de réussir. Tu as une image positive de toi-même. Ce qui fait qu'après, quand tu vas à l'examen, tu y vas avec assurance. Donc cette assurance personnelle, c'est quelque chose de fondamental parce qu'elle participe à la construction de l'individu qui va en faire un adulte responsable, qui est capable plus tard de prendre des décisions et qui sait qu'il est capable de faire des erreurs et que ce n'est pas la fin du monde. Ça, c'est important. C'est même bien, en vrai. Oui. C'est comme ça que l'apprentissage se fait en général. Et dans l'absolu, en vérité. Mais dans l'école, on pénalise les erreurs. En fait, c'était dans le système français, oui. Dans le système français. Et c'était quasiment criminel jusqu'à il y a quelques années. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même, je trouve, une prise de conscience. Parce que voilà, il y a des émissions comme celle-ci où on en va en parler. Donc après, quand les jeunes ils vont regarder ce genre d'émissions, les parents ils vont s'intéresser, ils vont voir qu'on parle de ça. Mais il y a 20, 30, 40, 50 ans, quand on mettait dans les années 70 le bonnet d'âne, c'est une réalité, ça. Ah ouais. Ça veut dire que c'était des génies, les mecs, quand même. Hein. Le mec, l'élève, le pauvre, il n'y arrivait pas. Et la seule chose qu'on avait trouvé à faire pour le rendre plus intelligent, c'est lui mettre un bonnet d'âne.
Mais quel type de société tu veux ça fait de la construire? compétition. Après aussi, Et les encore, autres élèves, ça, on c'est- veut pas ça, on veut pas ci. Tu vois, ça fait de la. Ouais, Et c'était soft, hein. Il mais y en c'est a, de c'était les l'humiliation. services corporels aussi. Ah oui, hein. oui, bah oui, bien sûr. Bien sûr. T'as des professeurs, c'était toléré dans les années 70, 60, 70, 80, Ah oui, après beaucoup 80. de Ça... violence. Hein. Oui, oui, oui. En plus, même les parents cautionnaient un peu. Ils disaient, si t'as frappé, le prof, c'est qu'il a une raison, C'est c'est qu'il y avait pas, une bonne il est pas raison. fou. Bah, parce qu'il a l'autorité morale, il Ouais. a l'autorité symbolique, c'est le professeur. Donc, il connaît, il a la connaissance. Donc, s'il le fait, c'est que c'est bien. Et tu vas te manger le double à la maison si tu. Ouais. Alors, être discipliné et rigoureux, c'est une chose. Mais humilier les gens, c'est pas productif. Et Après, ça fait tout un c'est- tas de gens dépressifs. Après, c'est et- comme tu as dit, c'est un peu dur parce qu'il y a 30 élèves et chacun ne fonctionne pas pareil. Tu vois, Ouais. chacun a sa manière d'apprentissage aussi et Tout à fait. c'est un peu dur. Mais c'est pour ça. C'est que- malheureux, mais tu crées des perdants C'est et ça. non plus des gagnants. Tout à fait. Et là, on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dépressifs et qui sont dans ce cadre-là. Il y en Mais a qui c'est- se sont. Bon, il y en a qui. Qui en arrêtent. mauvaise note, tout ça. Qui arrêtent. Ils sont donnés. Ils sont partis de l'autre côté, entre guillemets. Ouais, bien sûr. Ouais, qui vont, Ils avaient qui honte de vont ramener dévier. des mauvaises notes aux parents. Ah, bien sûr. Et donc ça, c'est pour ça que c'est intéressant de prendre des cours particuliers. D'ailleurs, vous reprenez, j'en ai pas parlé, mais directement, mais en fait, les catégories sociales, professionnelles les plus hautes, ils prennent tous des cours particuliers. Là, il y a des gens qui vont avoir le bac au mois de juillet, ils vont avoir les résultats, ils vont s'inscrire dans des prépas pour faire médecine juillet-août. Et ça, c'est des caractéristiques de gens qui ont un certain niveau de conscience. Ils savent déjà ce que leurs enfants ils veulent faire, ou les enfants savent déjà ce qu'ils veulent faire, et les parents les accompagnent. Et plus les gens sont dans des catégories socio-professionnelles basses, moins ils sont conscients de ces choses-là, plus ils vont dire il faut profiter, c'est juillet, tout ça. Sauf que ton enfant, tout le capital qu'il a gagné pendant des années de collège et de lycée, tu viens d'en perdre une partie juillet-août parce qu'il n'a rien fait du tout. Est-ce que c'est pas aussi les horaires d'école en France, ils sont un peu trop chargés, tu vois, donc Mais c'est paradoxal. rajouter juillet-août, C'est pas... on y va reculons, quoi. Ouais, mais ceux qui sont destinés à aller au métier un peu comme ça, un peu d'élite, entre guillemets, eux, c'est ce qu'ils font. eux. Ah oui, ils sont, de toute façon, c'est obligé, parce que c'est surtout, c'est select, en fait. C'est ça, tout à Truc fait. de médecine et tout, Voilà. sur, on va dire, je dirais une bêtise, sur 1 million, il y en a 10. C'est ça, tu ouais. vois, Il y a une sélection, Ouais. elle est Et je féroce. Ouais. Et je pense qu'ils ont, à ce moment-là, pendant ces cours-là, ils apprennent une méthode pour être encore plus efficaces. Parce que malheureusement, à mon sens, le système éducatif français, il y a beaucoup de choses à apprendre, donc il faut cravacher à fond. Donc il faut travailler plus pour pouvoir y arriver. Ouais, c'est ça. Et pour moi, c'est l'ancienne, pas, hein. c'est pas le bon fonctionnement, il faut travailler mieux. Mieux, voilà. La Et qualité. là, voilà. Et donc, effectivement, travailler juillet-août, pour moi, c'est nécessaire parce que le cerveau, quand tu n'utilises pas une capacité, il diminue. Elle dit- Enfin, elle c'est comme régresse. tout, hein, Elle comme tout régresse, organe. ouais, elle Si tu régresse. De la l'utilises bonne pas, façon, quoi. il va s'atrophier. Donc, il faut travailler un petit peu tout le temps, mais il faut savoir faire des pauses, mais il faut travailler un petit peu tout le temps. C'est comme quand tu prends des vacances. Pendant tes vacances, tu profites pour te reposer quelques jours, et il y a des jours où tu vas travailler un petit peu. Parce que Ouais. sinon, si tu passes de tout à rien du tout, et après de rien du tout à tu repasses tout, Ah ouais, c'est trop un violent. gros Ah, choc. parce C'est que trop violent. dit comme ça, juillet-août, peut-être que les personnes qui nous écoutent vont penser que, ouais, c'est comme l'école, 8h, 20h, 8h, 18h, Non, non, 8h, pas du tout. Mais en fait, non, Non, en fait, tu il y a adaptes. une gestion Et du même temps. l'école il y a- elle-même ne devrait pas être comme ça, à mon sens. De toute manière, ça, on est tous, je pense, d'accord. Mais le système, il obéit à des lois économiques. C'est pas simplement des pédagogues qui pensent le bien-être des élèves qui donnent leur avis. Il y a des pédagogues qui disent il faut faire les cours comme ceci, il faut enseigner telle matière, etc. Mais derrière, il y a le monde économique qui détermine l'orientation et les futurs secteurs de développement dans l'éducation nationale. Donc les secteurs qui ne sont pas destinés à remplir les boulots plus tard, ils vont à la trappe. Après, j'avais lu un truc comme ça du système scolaire français. Après, je sais pas si c'est mondial, mais que c'était plus calé sur l'industrie. Oui, c'est ça. Alors voilà, il faut se Il y lever à avait 8 heures, besoin- après, il y avait la besoin petite pause, de- après, il y avait ci. Oui, oui. Donc, Il y avait est-ce besoin qu'il doit d'ouvriers. pas avoir une Mais il y a- néo-école, tu vois. Mais c'est une Il y a besoin éducation, d'ouvriers, ouais. c'est une éducation dès le départ à ce que ça va être le monde du travail pour toi plus tard. Depuis petit, déjà, on t'habitue à cette mentalité-là. Tu vois, les horaires, c'est les mêmes. On fait des classes. C'était ouais. sur le modèle des usines. Et ça, c'était développé par Idriss Aberkan dans son premier livre, Libérez votre cerveau. Hein. Et dans ses premières conférences, ça parlait de ce sujet-là et le monde du travail. Je vais terminer avec mes conseils sur pourquoi c'est important de prendre des cours particuliers. Je vous le disais tout à l'heure, 64%
des élèves qui prennent des cours particuliers améliorent le résultat et ça montre que le travail fonctionne. Parce que tu es tout seul avec le professeur et il peut mieux t'expliquer à toi ce que toi tu comprends pas ou ce que tu comprends moins bien en cours. Un autre avantage, c'est l'entraînement spécifique aux examens parce que quand vous prenez quelqu'un qui est inexpérimenté, il travaille hors cadre. Quelqu'un qui est expérimenté, il va faire en sorte que les notions que tu travailles, que ce soit en mathématiques, en français ou dans une autre matière, il les réfléchit et il te les explique dans le cadre de l'examen que tu vas passer. Et ça t'explique aussi l'objectif de ce que tu es en train de faire. Parce qu'il n'y a rien de pire que, en fait, de ne pas savoir cette notion, mais en fait, elle sert à quoi? Combien de choses on s'est demandé, nous, mais c'est pas possible, ça va me servir à quoi de faire des vecteurs, des systèmes d'équations, des identités remarquables, à quoi ça sert? Donc, il y a beaucoup de professeurs, même de cours particuliers, qui connaissent même pas les programmes d'enseignement. Ce qui fait que quand il enseigne une notion, il l'enseigne hors cadre. Donc, c'est très important d'être conscient du cadre dans lequel on enseigne, et surtout quand c'est une classe à examen, comme la classe de 3e, ou la classe de première, où il y a le bac de français, ou la classe de terminale, où il y a le bac. Ensuite, il y a un avantage, c'est le rattrapage et la consolidation. Le rattrapage, c'est quand tu es en retard, quand l'élève il est en retard, c'est une occasion en or, avec les cours particuliers, de rattraper ce retard. Même si c'est un retard léger, bon, c'est pas grave, et ça peut être fait rapidement. Parfois, il y a des élèves qui ont des rythmes différents. Ça veut dire que le prof, il est en cours, il a un certain rythme de cours. Il fait avancer son cours avec un certain rythme. Mais tous les élèves ne fonctionnent pas avec ce rythme-là. Ils ne sont pas en phase avec ce rythme-là. Peut-être qu'ils sont fatigués, peut-être qu'ils sont malades, peut-être qu'ils sont préoccupés. Quand toi, tu as des problèmes de famille, mais l'autre, il est en train de te parler des identités remarquables, ou de l'équerre, ou de la règle, ou de Cyrano de Bergerac, toi, ton cerveau, il est dans tes problèmes. Tu n'es pas sur la même longueur d'onde. Là. Exactement, tu vois. Alors que, et tout à l'heure, je donnerai justement comment on fait pour bien choisir un professeur de cours particulier, l'aspect psychologique, là, quand tu as l'élève en face de toi, c'est plus facile de capter ça. Alors que quand ils sont 25-30, l'autre, il est fatigué, l'autre, il est dyslexique, l'autre, il est ceci, l'autre, il est cela. Toi, tu vois une masse de personnes, tu fais ton cours et tu vas avancer. D'accord? Donc, le rattrapage ou la consolidation, c'est aussi un avantage. Donc, ça, c'est à prendre en considération. Deux derniers avantages, et on a terminé avec cette partie, donc c'est la libération de l'esprit par les automatismes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, à force d'avancer sur certaines petites connaissances, où tu vas gagner en confiance, tu vas automatiser ces petites choses-là. Ça va devenir facile pour toi, c'est routinier. Et à un moment donné, la vraie réflexion, ça va être sur des éléments plus compliqués, plus complexes de ce que tu es en train d'apprendre. Et le problème, c'est que quand tu ne maîtrises pas ces petites choses-là, par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas cette table de multiplication, par exemple, au bout d'un moment, il ne peut pas aller plus loin. Et 2 fois 3, il va être obligé de faire la calculatrice, il perd du temps. Donc, automatiser des connaissances de base, ça va te libérer de la réflexion pour des choses qui demandent un peu plus de jugeote et de réflexion, où il faut faire une petite démonstration mathématique, par exemple. Je prends souvent l'exemple des maths, mais c'est valable en français ou en histoire. Donc, le résultat, c'est que tu peux te concentrer sur des choses qui sont un peu plus complexes. Et le dernier avantage, on vient d'en parler avec l'huissier de justesse, Sofiane, c'est d'être compétitif dans la sélection scolaire. Et ça, on peut dire tout ce qu'on veut. On peut dire toutes les bonnes volontés. On peut dire oui, mais la bienveillance, c'est un fait, c'est du concret. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des filières d'excellence où les gens veulent aller. Ils veulent aller en prépa, ils veulent aller en médecine, ils veulent aller en STAPS, ils veulent faire des choses où il y a de la sélection. Et ne vous y trompez pas, la plupart des gens vont prendre des cours particuliers. La proportion de gens qui ne vont pas prendre de cours particuliers et qui vont réussir, elle sera minime. La plupart des gens qui sont dans ces filières sélectives prennent des cours particuliers. Et si on reprend un exemple dans le sport de haut niveau, mais vous croyez que tous les grands champions, il s'est entraîné parce qu'il faisait ses 2 entraînements par semaine et son match le dimanche, ou il venait avec son kimono, si je prends le judo. C'est du 2 fois par jour, c'est du 5, même 4-5 heures par jour. Ils avaient des coachs perso. Vous reprenez Teddy Riner, qui est le plus grand judoka français de tous les temps, avant David Douillet. Il avait une psy depuis qu'il était adolescent, qui s'occupait de lui. Et c'est pour ça qu'après, tu vois le niveau mental du mec. Tiger Woods, qui est peut-être le plus grand golfeur, je ne connais pas les autres d'ailleurs, mais
Tiger Woods. Mais la preuve, c'est que c'est. Le tigre des bois en C'est français. qu'il a. Ouais, c'est ça, le tigre des bois. Mais la preuve, c'est qu'il a marqué le truc, vu que même on s'intéresse pas au golf, on connaît Tiger Woods. Afro-américain, sa mère est thaïlandaise. Son père, il est afro-américain, sa mère, elle est thaïlandaise. Lui, il avait un coach mental à l'âge du collège. Mais ça, c'était pas dit avant, parce qu'avant, c'était une preuve de faiblesse. De dire, je vais au psy, j'ai En machin. France, Ouais. aux États-Unis, tu avais un coach, c'est normal. Parce qu'on C'est te ce que je voulais construit. dire après, c'est que. Je l'ai prise. Mais en fait, c'est que même aujourd'hui, on le voit maintenant avec le MMA, par exemple. On le voit avec les mentors dans le business. En fait, les gens qui vont très loin, assurez-vous qu'ils ont été accompagnés. C'est pas, il s'est levé un matin, je suis Elon Musk, je suis Bill Gates, parce qu'on donne souvent ces exemples. Moi, pour moi, c'est pas vraiment ces exemples-là qui me portent, hein. Mais c'est ce qu'on voit le plus. Et eux, c'est un peu des licornes. Plus que... C'est ça, ouais, tout à fait. C'est des exceptions. Mais ces exceptions, ils ont eu tous les mentors qu'il faut. Ils ont cravaché. Ah, bah, il y a un moment donné, oui, ils ont eu les coachs qu'il fallait. On nie pas qu'ils puissent avoir des dons ou des facilités, des prédispositions, Ils ont les qualités de base. des ça, qualités c'est sûr, incroyables. Mais pour déclencher, pour les voir et assurer dans le temps, il a fallu des gens qui soient Ouais, derrière eux pour leur dire ouais, tu vas y arriver et qui les ont aidés, etc. Pour arriver à un certain niveau, oui. Tout à fait. Et donc, si vous voulez passer un concours, etc., c'est du coaching. Faites-vous aider, oui. Faites-vous aider, faites-vous accompagner. Vrai, Mais enfin, je parle au niveau, même moi, hein, si une personne qui me dit ça fait. Tu te sens faible. Ouais. Ça, Ouais, c'est t'as la besoin de France. quelqu'un pour t'aider, parce que sinon, toi, tu dis ah ouais, mais ça veut dire quoi Ouais, mais je ça, peux pas c'est- tout seul, je suis rien. C'est en France, ça. y a- Ouais, y a- mais y a- c'est y a- dans la y a- Tu vas aux, tête des gens. tu vas Ouais. aux États-Unis, tu vas au Japon, tu vas en Chine, ils sont ultra compétitifs, ils ont tous des profs particuliers. Mais oui, Ah ouais, non, mais tous. je parle. Voilà, moi, Ouais, si la mentalité un petit peu. Moi, on Mais m'aurait c'est dit ça, j'aurais dit ouais, ça veut dire quoi Je suis pas capable. Ouais, voilà. Ben, en fait, il y a un proverbe en Afrique qui dit il faut tout un village pour éduquer un enfant. C'est-à-dire que l'éducation, c'est pas ce processus qui est simplement individuel. Et là, quand tu dis ça, moi j'entends. Hein. J'entends quoi? J'entends on est un peu tout seul. C'est un peu l'image, la société individualiste, capitaliste. Mais tu prends une société traditionnelle, c'est tout le monde s'occupe de tout le monde. Tu es dans la rue, il y a un enfant, il fait un truc. Tout le monde peut te faire une réflexion parce que tu le considères comme un éducateur. Tu vois? Parce que tu as fait une bêtise, parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait, ou parce que tu t'es trompé, il va t'aider, il va t'éduquer. Tu vois? Ouais. Voilà, j'ai fini pour cette partie. J'espère que je vous ai donné des billes, des choses qu'on peut appliquer. Donc les cours particuliers, vous en avez 1 milliard, mais faites attention parce qu'il y a professeurs particuliers et professeurs particuliers. On en reparlera peut-être tout à l'heure si on a un Et petit le peu bon le temps. chasseur et le mauvais Et- chasseur. Ah oui. À toutes les émissions, c'est là. Exact. Elle va Il revenir. y a Elle le fait- bon, il y a le bon coaching. Et Voilà, c'est le ça. bon coaching, il fait quoi, Exactement. le bon coaching? Donc on Il va- vient, il t'enseigne. Exactement. Et le mauvais coaching, il vient, il t'enseigne. Il vient et t'enseigne, mais c'est Mais un, pas c'est comme un- il faut. mais c'est un mauvais coaching. C'est un mauvais coach. Mais c'est tonnerre, ça c'est les questions là. Alors, comme l'émission avance, c'est qu'on va avancer nous aussi. On va recevoir notre invité tout de suite. D'accord, Riyad, si tu veux venir nous rejoindre. Et après, on terminera si lui, c'est justesse nous permet. Bien sûr. Voilà, c'est lui qui est aux commandes. Oui. Bienvenue à toi. Merci d'avoir accepté notre invitation et partagé ton expérience d'enseignant. Donc, tu es enseignant dans le secondaire. Tu es professeur dans quelle matière? Alors en fait, j'enseigne principalement dans le secondaire, mais également dans le supérieur. Moi, je me concentre principalement donc en première terminale STMG. C'est quoi STMG? Alors STMG, ça signifie sciences et technologies du management et de la gestion. Alors c'est l'ancien bac STG, qui signifiait sciences et technologies de la gestion, qui était anciennement sciences et technologies tertiaires STT, qui était pour les plus anciens qui nous écoutent, le bac G, bac gestion, hein, qui a toujours existé. Bac G, le bac à bon marché, comme il disait Sardou. C'est ça, À un l'époque. bac technologique en fait qui se situe entre le bac professionnel et le bac général. Alors, il se situe entre les deux puisqu'il est en fait l'objectif c'est de former des élèves qui peuvent évoluer dans le milieu tertiaire à des niveaux un peu élevés, c'est-à-dire des cadres. Hein. Le but c'est de former des cadres employés supérieurs. Donc D'accord. pas des personnes en fait, c'est ceux qui prendront des décisions plus stratégiques qu'opérationnelles. Voilà, ça c'est l'objectif sur le long terme dans le milieu tertiaire, c'est-à-dire dans les entreprises, D'accord, très bien. services en général. Très bien. Et dans le supérieur, tu enseignes à quel niveau? Alors en BTS, donc brevet de technicien supérieur, et donc principalement moi j'enseigne la culture économique, juridique, managériale. Donc finalement c'est du droit, de l'économie et du management. On D'accord. retrouve, c'est un peu le programme d'STMG qui est un peu plus poussé. Très Là bien. on va demander de maîtriser un peu les auteurs, etc. Notamment managérial, économique, etc. Donc c'est un peu plus poussé, mais le programme est à peu près celui du cursus première terminale STMG. Et là, on est à 2 mois et demi des examens.
2 mois, parce que aussi, après, il y a des options qui peuvent donner lieu à des examens un petit peu avant, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Mais grosso modo, si on reste sur le modèle du bac et du brevet, on est à 2 mois et demi. Quelle est l'ambiance actuellement auprès des étudiants et des élèves par rapport aux examens? Est-ce qu'ils sont conscients? Est-ce que voilà, pour eux, il n'y a pas le feu? Comment ils se comportent? Bah, déjà, actuellement, à l'instant T, là, traditionnellement, quelques semaines, quelques jours des vacances, les esprits sont un peu tendus. Bah, les élèves perdent un peu leur sang-froid, ils se déconcentrent parce que La fatigue? on arrive à la 5e semaine, hein, donc c'est Ouais. 6 semaines en moyenne avant les vacances. Donc au départ, ça démarre toujours très bien puisqu'ils sont reposés. Ils reviennent en forme, puis voilà, de fil en aiguille, ça part crescendo. Et on va dire les 2 dernières semaines avant les vacances, c'est très compliqué en termes d'agitation, de comportement. T'as des exemples précis de comportements comme ça qui illustrent? On Ce que peut tu être on peut être un peu trash, Oui, oui. c'est vrai. Ouais, ouais. On est limité en termes de C'est propos. recommandé. C'est D'être ça. trash. C'est ça. Ça, Non, il ça- faut dire la réalité. Ouais, ouais. Donc, bah, par exemple, là, je prépare le grand oral. Donc, le grand oral qui est une nouvelle épreuve du baccalauréat, coefficient 14, qui est très importante. Ouais, c'est Et donc, ça. qui a pour objectif de faire parler les élèves parce qu'on se rend compte qu'ils ont plein d'épreuves écrites, mais parfois, ils ont du mal à communiquer. Et dans leur cursus professionnel, ils seront amenés à communiquer avec des équipes, des collaborateurs, avec des clients, etc. Notamment dans le milieu tertiaire. Mais c'est aussi valable pour le milieu général, hein, des Ouais, chercheurs bien sûr. demain et de, Ils ont besoin de ces bah, compétences-là. bien évidemment. Donc ça, on met l'accent là-dessus et ça, c'est une nouveauté. Donc moi, je prépare mes élèves pour le grand oral en marketing et je donne des consignes à mes élèves et les consignes ne sont pas respectées. Donc les élèves travaillent très peu, les échéances ne sont pas respectées. Donc pour les sanctionner, bien évidemment, je suis obligé de leur mettre le fameux 0, la bulle qui les réveille et qui les remotive, même si c'est pas très pédagogique, mais à un moment donné, Pour les choquer, quoi. bien Tu sûr, les choques avec une bulle. à un moment donné, quand tu as plusieurs échéances et que les échéances ne sont pas respectées, moi je vois pas d'autre solution. Je peux pas évaluer le travail. C'est Ouais. pas possible. En fait, tu as des élèves qui sont très peu autonomes et qui ont besoin d'être ultra assistés. Et nous, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de les rendre autonomes. Donc à un moment, on fixe une échéance, on donne des outils, des méthodes pour réussir le travail demandé. Et lorsque c'est pas fait, ben, malheureusement, je vois pas d'autre solution que d'évaluer le travail en mettant 0, parce qu'il est non évaluable. Un travail qui n'a pas été rendu en temps et en heure est non évaluable. Ouais. Après, je peux, voilà, par sympathie, on est dans des milieux qui sont quand même difficiles. Ouais. Lors Toi, de- tu enseignes dans quelle ville? Alors moi, j'enseigne à Sarcelles. À Sarcelles. Ouais. Donc Sarcelles, donc c'est en banlieue parisienne. Alors ce qui est particulier à Sarcelles, c'est que il y a un gros melting pot. Hein. C'est un gros mélange. C'est impressionnant. On appelle ça la petite Jérusalem. Ah oui, Donc oui. on retrouve les 3 religions Ouais, ouais. monothéistes au sein du même lieu. Pareil, des élèves qui sont issus principalement de parents immigrés qui viennent d'un peu de partout. Hein. C'est impressionnant. Bon, après ça, c'est un autre sujet. Ouais. Alors moi, je vais me concentrer sur le fait que donc je donne un devoir à mes élèves. Pour le grand oral, je leur donne des échéances. Notamment, c'est de faire des études documentaires et à partir de ces études documentaires, dégager des tensions dans des organisations et de se dire, bah, ces problèmes-là, en quoi ils vont m'aider à trouver une problématique. C'est le but du grand oral, que ce soit pour les professionnels, les générales ou les technologiques. Le but, c'est de déceler une problématique à partir de recherches. Donc ce travail anticipatoire, donc je le donne à mes élèves et il y en a qui ne le respectent pas ou qui ne respectent pas mes consignes, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas les fiches outils à bon escient. Et donc il y a un élève, je lui dis, bah écoute, si tu le fais pas comme je te le demande, bah, je te mettrai 0 parce que je dois t'évaluer. Et puis il se lève et il me dit, je m'emballe les C, quoi. Et Ah ouais. il part. Donc rapport, etc. Moi j'étais furieux parce que hors de question. Donc voilà, ça montre que les élèves sont tendus, qu'on approche des vacances, aussi des examens. Aussi Et c'est une situation qui n'aurait pas été imaginable au début de la période, juste après les vacances. Pas du tout, non. Pas du tout. Je pense qu'il y a cette fatigue qui joue le jeu. Il y a aussi le fait de se réveiller et de se dire, bah, on est à l'approche des examens, on est en plein dedans. Et donc Donc c'est là- pour ça que c'est judicieux d'avoir fait aussi une partie des examens en contrôle continu alors. Parce que cette fatigue aussi, en fin d'année, en plus il y a tous les tournois sportifs qui nous, je sais pas moi, à chaque fois j'avais la haine. En mois de juin, il y avait plein je voulais regarder, c'était quoi le tennis à l'époque, terre battue, là, comment ça s'appelle Roland Garros. Roland Garros, c'était à le moment des examens, tu avais la rage, tu pouvais pas regarder, ou alors sinon, tu vois. C'est compliqué de faire des examens au mois de juin quand même aussi, non? Bah, en fait, les examens au mois de juin, traditionnellement, ça a toujours été le cas depuis, depuis des décennies et des siècles. Par contre, ouais, le contrôle continu, j'allais te reprendre là-dessus, parce que quand tu as fait la présentation, tu disais que pendant le bac, il y a plusieurs épreuves. Il n'y a plus plusieurs épreuves, c'est terminé. Ouais. Donc actuellement, il y a 3 épreuves. Moi, pour mes terminales STMG, ils passent la philosophie à l'écrit Ouais. et les 2 épreuves de spé. Voilà. C'est les seules épreuves Et qui tout passent. le reste,
Ouais. Et, Pardon ouais. Absolument. Et tout le reste, c'est au contrôle C'est continu. en contrôle continu, notamment les matières, on va dire, les moins importantes. Il n'y a pas de matières moins importantes, mais dans leur cursus. Ouais. Les matières qui ne vont pas vraiment développer en post-bac dans les études supérieures. Je parle par exemple des mathématiques pour les élèves d'STMG ou d'histoire géo, ou des langues qui sont un peu moins importantes mais qui restent importantes. Vraiment, on met l'accent sur les spécialités. Ce qui compte, c'est vraiment la gestion, le management, le droit, l'économie, des matières qui sont essentielles à leur réussite. Donc, il n'y a que 3 épreuves maintenant. Il n'y a que 3 épreuves au mois de juin et elles arrivent fin juin, donc à partir du 19 juin. Par contre, il y a cette épreuve de grand oral qui se prépare. Nous, on commence à la préparer, on va dire, courant mars, après les vacances d'hiver. Des vacances d'hiver au mois de juin. 3 mois, 3-4 mois. C'est ça, 3-4 mois intensifs, comme on disait tout à l'heure. C'est une méthode intensive qui porte à préparer les élèves à développer une œuvre, enfin à développer une problématique plutôt, et pas trouver des solutions, mais expliquer grâce à leur notion de cours, ce qu'ils ont appris durant l'année, comment on pourrait répondre à cette problématique. D'accord, très bien. Il y a des cours comme c'est un truc super important avec un gros coefficient, est-ce qu'il y a des prises de parole, ils savent comment... Une cours de prise de parole publique? Ouais, dans la classe, tu vois, genre comment gérer son temps, comment parler pour pas stresser, machin, pour le grand oral. Alors, tous les conseils qui sont donnés par les professeurs, justement, c'est tout ce qui relève de la prise de parole publique et du contenu des matières. Absolument. Donc nous, on a une partie, mais c'est ce qu'on appelle la partie méthodologie. En plus, ils ont des euros blancs. Absolument. Alors non, malheureusement, non, pas d'euro blanc. Alors ce qui est triste, c'est que pour le grand oral, je pense que ça dépend des profs. officiellement, officiellement, c'est pas mis en place. Par contre, des professeurs. absolument. En fait, et après, le problème, c'est que, par exemple, moi, si je prends mon exemple, moi, je suis jury d'examen absolument partout. C'est-à-dire aussi bien en terminale qu'en BTS, donc secondaire et supérieur. Et nous, les jurys d'examen, ils démarrent mi-mai. Donc moi, à partir de sollicité, quoi. Je suis ultra sollicité, mais elles ne me voient plus, donc ça peut être un handicap pour eux. Donc je vais me reposer un peu sur les enseignants qui sont sur place et qui ne sont pas convoqués. Ouais, tes collègues, quoi. Absolument, mes collègues qui ont les élèves et qui ont la chance de ne pas avoir été convoqués, enfin pour continuer avec les élèves, de prendre un peu le relais et de compléter. Et donc là, ça demande quand même une cohésion d'équipe pour pouvoir assurer des relais, parce que déjà, si toi, au mois de mai, mi-mai, t'es convoqué et que tes élèves ne te voient pas, peut-être la fin du programme, ils vont pas la faire. Alors, il va y avoir des manques. Moi, c'est particulier parce qu'en fait, j'enseigne uniquement l'enseignement spécifique, donc le marketing. Et en fait, sur l'enseignement, alors à l'époque, le bac STMG, il y avait une spécialité. On appelle ça des spécialités. Ouais. On avait une première tronc commun, donc avec du management, du droit de l'économie, tout le monde faisait, et de la gestion. Et à partir de la terminale, on choisissait une spécialité. Et donc, on faisait que cette spécialité. On abandonnait la partie gestion. Donc c'était vraiment marketing, ressources humaines, comptabilité, informatique. Désormais, il y a un enseignement spécifique, c'est-à-dire qu'on a préservé le tronc commun pour la seconde année, donc de terminale, et il y a une petite partie qui font plus que les autres. Donc c'est pour ça qu'ils appellent ça un enseignement spécifique. Donc c'est un peu plus de marketing que les autres, un peu plus de ressources humaines, etc. Donc on parle plus de spécialité, et moi j'interviens uniquement dans l'enseignement spécifique. Ce qui veut dire que j'ai pas cette problématique de programme, etc. Le programme, il est déjà terminé depuis le mois de mars. On a une organisation avec une progression. Après, on se concentre que sur le grand oral parce que nous, il n'y a pas d'épreuve écrite en enseignement spécifique. D'accord, ok. Donc, ça va être mon collègue qui a les élèves en sciences de gestion et en management et sciences de gestion du numérique. Et là, ils ont de l'écrit. Là, oui. Là, ils ont des écrits. Et là, actuellement, il est en train de faire les révisions. Là, on est au début avril. Il est déjà en train de commencer les révisions. Donc là, il leur met des études de cas avec de la méthodologie, etc. Il est en plein dedans, quoi. Et moi, je m'occupe principalement du grand oral, puisqu'il n'y a pas d'écrit. Et le grand oral, il le passe que sur l'enseignement spécifique. Enfin, il le passe sur la spécialité de leur choix. Mais moi, je les encourage à le passer sur l'enseignement spécifique parce qu'on a une grosse préparation là-dessus. D'accord, très bien. Et là, les élèves, du point de vue de la conscience par rapport à l'examen, ils commencent à prendre conscience, mais timidement. Mais la plus grande partie des élèves, comment ils se comportent par rapport à ça? Après, moi, ça les préoccupe, ils en parlent, ils discutent entre eux. Ils sont préoccupés, ils veulent tous avoir leur bac, bien évidemment. C'est important pour eux parce qu'ils sont là depuis la seconde, donc ils ont passé 3 ans. C'est leur objectif. Ah oui, c'est l'épreuve finale. Et bien évidemment, parmi eux, on va dire qu'il y a une grosse moitié qui a envie de poursuivre ses études. Donc il y a quand même il y a une certaine forme de motivation, mais elle est incomplète. Ouais. Donc moi, je dirais qu'ils veulent leur bac, etc., mais ils ne se donnent pas assez les moyens de faire les efforts pour l'avoir. Enfin, moi, je te parle de mon ressenti. C'est mon ressenti à moi. Pour ça qu'on moi, mes élèves à moi, malheureusement, après, moi, c'est la réalité. C'est que cette année, j'ai pas de chance. J'ai une classe ce qui est très compliqué. Et j'ai l'impression qu'ils sont pas plus. Ils veulent le bac, mais ils se donnent pas les moyens de l'avoir. Alors qu'auparavant, moi, c'est ma 2e année d'enseignement. Et les années d'avant, j'avais jamais vécu ça. C'était
Ils le voulaient, ils avaient du mal, mais ils essayaient. Ouais. Là, ils essayent, il est timide. Ils essayent difficilement. Et là, tu vois pas une différence entre les différents profils d'élèves ou surtout par rapport à l'investissement de la famille? Alors nous, c'est compliqué parce qu'on est dans des milieux très populaires. Ouais. Donc, il y a des Tu vois assez peu les parents finalement. Je les vois pas du tout. On les voit pas du tout parce que, comme vous disiez tout à l'heure, on a 35 élèves par classe, qui est énorme. C'est trop. Des conditions quasi inhumaines. Donc, tu as 35 élèves issus de quartiers populaires avec d'énormes difficultés. Donc, chaque élève a ses propres difficultés, donc financières, familiales. Voilà, c'est très compliqué. Il y a des élèves qui sont suivis médicalement. Donc, on mélange tout ça. On met tous ces élèves-là dans les mêmes classes et après, il faut composer avec. Donc, c'est assez complexe. Il y a une grosse complexité à ce niveau-là. Hein. Donc, on va dire que les profs, moi, personnellement, je peux dire que je suis en souffrance. Hein. Sincèrement, c'est difficile. C'est ultra stressant aujourd'hui d'enseigner. C'est un mélange de déception, d'impuissance. Absolument. C'est un mélange de sentiments comme ça négatifs. Et quand tu dis que tu es en souffrance, c'est horrible pour un professeur de dire ça quand même. L'idéal pour un enseignant, moi, quand j'ai démarré l'enseignement, mon rêve. Plein d'espoir. C'était de dire je vais arriver et je vais apporter une pédagogie et je vais apporter un savoir, je vais transmettre des connaissances et je vais aider des jeunes à faire des choses extraordinaires. C'était mon ressenti. Je suis arrivé avec cet état d'esprit et je me rends compte que la réalité, elle est tout autre. Aujourd'hui, on a un rôle d'éducateur, d'assistante sociale, d'un peu de policier, un peu de. Vous voyez, on passe plus de temps à reprendre les élèves, à les remotiver qu'à enseigner. Ouais, c'est horrible. La partie enseignement sur une heure, elle représente quoi, 20 minutes? Il y a 40 minutes qui passent de ci à là à dire non, reconcentre-toi, fais ton exercice. Et comme ils sont 35, c'est très difficile d'aller les évaluer, de voir qui fait quoi. C'est pour ça, est-ce que c'est pas mieux de faire moins d'heures de cours? Par exemple, au lieu de faire que 1 heure de marketing ou autre, passer à 2-3 heures, mais quitter plus tôt. Comme ça, parce que généralement, nous les élèves, je parle de moi, hein, quand j'étais en cours, c'est vrai que le cours il faisait 1 heure, mais pendant 30 minutes, on rigole entre nous. Tu vois. Le prof, il attend, il subit. Mais c'est après que tu te rends compte. Ouais, bien sûr. Quand t'es avec tes potes, tu te rends pas compte de ça. Ouais, tu dis, c'est pas grave, vas-y. Mais justement, peut-être rajouter peut-être 1 heure et quitter plus tôt, je pense que ça. De toute manière, les rythmes scolaires, c'est un vieux débat et c'est un problème depuis longtemps et ils en parlent encore jusqu'à maintenant. Ils ont même fait le planning, j'étais en dépression. Mais ils ont même fait une pétition. Vous avez vu sur les réseaux sociaux l'année dernière, là, en 2024, ça a été sur les réseaux. Ça avait fait un phénomène comme une traînée de poudre où ils avaient demandé à quitter genre en milieu d'après-midi, comme sur le modèle allemand un petit peu. De dire on quitte l'école. Mais il faut faire une activité par contre. Modèle allemand, il faut faire un sport, il faut faire un truc. Mais de toute manière, ce qu'il disait, c'est d'avoir moins d'heures de cours en tant que cours comme c'est constitué actuellement et retrouver peut-être un peu plus de bien-être, renouer avec d'autres activités artistiques, sportives. Ouais, sur le modèle allemand. C'est très intéressant le modèle allemand. Je pense que c'est ultra pertinent parce que moi, mes élèves, par exemple, ils commencent à 8h, ils finissent à 18h tous les jours. Ouais, c'est pas normal. Et les profs qui se plaignent, alors si on a le malheur de les avoir après 15h, c'est terminé. C'est mort, tu t'aperçois. Plus rien à faire. Ouais, les seuls cours où ils sont productifs, c'est à 8h. Je pense que le seul cours où on bosse. Le pire cours pour un prof, c'est le vendredi de 17h à 18h. Ah ouais, c'est horrible. Le cours de la mort. C'est horrible. C'est le Mordor. Il y a Gollum, il y a Bilbon-Saké, il y a Gandalf, il y a Luffy, il y a des loups-garous, il y a tout sauf des élèves. Sauf des élèves. Ils sont endormis, ils sont fatigués, il faut les comprendre. Après, le truc, c'est qu'on est aussi passé par là, tu vois. On est aussi passé par ce truc-là. Je me rappelle, punaise. Quand j'étais prof, le vendredi, quand tu vois vendredi 18h, c'est pas bien. Hein. C'est vendredi 13, toutes les vendredis pour toi. Ah ouais. Ceux qui étaient. On jalousait ceux qui finissaient à midi, tu vois. Ceux qui partaient à midi, on disait, mais eux, ils sont bénis. Ah, c'est eux, c'est bien. Eux. Ils ont une maison sur la côte, ils vont aller à la mer et tout. Et toi, tu restes là-bas. D'accord, très bien. En tout cas, merci beaucoup pour ton apport, ton témoignage. Et rapidement, avant qu'on termine avec toi et ton intervention, est-ce que tu aurais des petits conseils comme ça que tu pourrais prodiguer aux abonnés qui nous écoutent pour les examens, des choses qui sont issues de ton expérience? Alors moi, des conseils. Déjà, avant toute chose, la motivation. Ça, c'est le béaba. Je pense que vous êtes deux spécialistes. Pour moi, il n'y a pas de réussite sans motivation. Aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est que les élèves n'ont pas de réelle motivation. Ils ont une motivation, mais elle est limitée. Donc déjà, redoubler de motivation, d'ambition, d'envie. Ça, c'est un truc, je ne sais pas comment on peut le travailler, mais il faut le travailler. Parce que les jeunes aujourd'hui sont un peu déconnectés. Ils pensent que la vie, elle est facile, qu'on n'a rien sans rien.
Donc, ils n'ont pas de modèle vraiment à suivre. Et je pense qu'ils devraient se dire la vie est difficile. On a une chance inouïe d'être là et il faut qu'on aille au bout. Mais ça, est-ce que c'est pas. Je rebondis, est-ce que c'est pas à cause des réseaux, ça? Entre autres, on avait fait un débat là-dessus. On avait fait un débat sur Parce que des fois, ils se disent, ouais, je vais apprendre, je vais machin, je vais passer le bac et tout, mais telle personne a tant d'abonnés, elle s'amuse, elle voyage, machin. On en parlait. C'est exactement ça. Est-ce que ça dit, ouais, je vais avoir mon bac pour faire plaisir aux parents? De toute manière, il y a une ambiance de dilettante qui est installée par l'outil du téléphone portable. Le fait de scroller à longueur de journée, ça crée des espèces de robots, de gens. Absolument. Dès qu'ils vont aux toilettes, dès qu'ils ont un instant, dès qu'ils sont au volant, ils sont en train de conduire, il y a le feu rouge. Dès qu'il y a un embouteillage. En fait, c'est que... On est tout le temps captivé par ça veut dire que le téléphone, aujourd'hui, il nous a capté notre conscience et on a l'impression qu'il peut nous suffire à nous produire tout ce qu'on a besoin, notamment nos distractions et le semblant de connaissance qu'il peut nous prodiguer. Alors que ce n'est pas des réelles connaissances, parce que la connaissance demande du temps. Une vraie connaissance, elle te demande d'avoir des fondements et du temps. Là, quand tu passes d'une vidéo à l'autre en 3 à 8 secondes, tu construis rien. Tu construis pas un être solide, avec une réflexion profonde qui est capable de lire un livre et de percevoir la pensée de l'auteur, de te la restituer, d'en parler. Non, tu as des gens, tu leur fais lire un livre, au bout de 3 pages, il en a marre. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une vidéo, il n'y a pas un truc stimulant, il n'y a pas un truc excitant. Ils sont habitués, d'ailleurs. Et en fait, on a avec nous, et je pense que ça rejoint le sujet qu'on avait fait sur le sucre, on a affaire à des gens qui sont excités, et dès qu'ils sortent du cadre de cette excitation, ils s'ennuient. Tu es en cours, tu as un professeur comme Riyad, il parle de marketing, il te parle d'exercice, il te demande de te poser, de réfléchir. Ton seul truc, c'est que ça passe le plus vite possible pour retourner à ton téléphone portable. C'est absolument ça. D'ailleurs, ils sont... Le téléphone est un fléau. Parce qu'on passe notre temps, donc moi je les récupère. Après, je rappelle que c'est quand même illégal parce qu'il peut y avoir des soucis. Oui, bien sûr. Si on casse le téléphone, etc. Mais moi, à un moment, je leur dis voilà, je touche pas vos téléphones, vous le mettez dans une boîte et vous le récupérez à la fin de l'heure. C'est pas possible. Il y a plusieurs établissements qui font ça. Ils sont omnibulés par leur téléphone, c'est pas possible. Ils sont obligés de sortir un téléphone toutes les 10 secondes. L'outil, il a été conçu pour ça. L'outil, il a été fait de manière à ce qu'on en dépende. Aussi, et si bien que ceux qui les ont conçus, leurs enfants, n'utilisent pas téléphone portable. Donc quand tu vois que ceux qui construisent ces appareils, leurs enfants n'utilisent pas ces appareils, à un moment donné, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'eux-mêmes ne font pas confiance à ces appareils. Pourquoi ? Telle est la question. Ah oui, et donc, je rebondis là-dessus. Le premier conseil, pour moi, c'est la motivation. Se motiver, apprendre à se motiver, parce que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas motivés et ne savent pas se motiver. Je pense que moi, si je fais un comeback, là, si je me remets un peu en arrière, nous, ma génération, moi je suis en 1988, donc 36 ans aujourd'hui, on avait quand même cette motivation. On savait qu'on venait de quartiers populaires, que c'était difficile, on voulait réussir, on voulait s'en sortir, on voulait pas terminer avec des métiers qui ne demandent pas qualification, on voulait tirer notre épingle du jeu. Et ça, je trouve que c'est ce qui manque aujourd'hui. Je trouve que les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont pas cette envie, cette ambition, vraiment, cette niaque là qu'on aurait pu avoir. Et c'est ce qui m'inquiète. Donc moi, mon premier conseil, ce serait la motivation. Donc se motiver. Mon deuxième conseil, c'est ranger les téléphones. On a vos téléphones, faites une cure de désintoxication, c'est de la drogue. Et je remonte sur ce que j'ai dit tout à l'heure, nous sommes devenus les esclaves de nos téléphones. Donc apprenez à devenir le maître, on est les esclaves de la machine. Et troisième chose, la dépendance au réseau et à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, moi, j'ai pas mal d'élèves, dès que je leur demande un truc, je les vends en cachette. Le premier réflexe, c'est IA, ChatGPT, c'est premier réflexe. Le réflexe, c'est pas de se dire je vais aller faire une recherche ou je vais puiser dans mes connaissances. Franchement, l'IA, c'est un peu survendu aussi. Moi, je l'utilise, mais je vérifie systématiquement tout. Pourquoi ? Parce que combien de fois je lui ai demandé de faire des trucs, des questionnaires sur des bouquins, des analyses de livres et tout, il racontait n'importe quoi. Il disait, je lui dis, mais t'es sûr que c'est ça ? Il me dit oui. Je dis, mais pourquoi dans ce cas-là, c'est comme ça ? Il me dit, non, t'as raison. Mais dans ce cas-là, t'es pas une IA, c'est moi l'IA alors. Après, l'IA se base sur des trucs humains aussi. Hein. Oui, bien sûr. Pour l'instant, elle est encore au début. Mais c'est pour ça que je te dis que c'est survendu en fait. Ah oui, pour l'instant. Mais par contre, c'est ultra puissant. Moi, je pense qu'il faut savoir l'utiliser. Les jeunes ne savent pas l'utiliser. L'IA est pertinente pour quelqu'un qui est déjà intelligent. Absolument. C'est ce que j'allais dire. C'est tout. C'est que si t'es intelligent, tu restes le maître de l'outil. C'est ça. Tu peux avoir une Formule 1, si tu sais pas piloter, ça sert à rien. Exactement ça. Ça veut dire que moi, pour moi, l'IA, si t'as pas de connaissances, tu peux pas lui demander de connaissances. Bien sûr. Tu dois avoir des connaissances pour lui demander de la connaissance et confirmer. Oui. Et aujourd'hui, mes élèves n'ont pas la connaissance nécessaire. Ça devrait être juste un gain de temps, en vrai. Et moi, quand ils me proposent des réponses, je leur dis explique-moi, allez. T'es pas sérieux, vas-y, explique-moi ce que t'as écrit. Pour moi, c'est une optimisation de temps.
Tu vois, moi, je suis dans la musique, ça m'optimise mon temps, c'est tout. Mais la connaissance, il me la fournit pas parce que je suis plus intelligent que lui. Ouais. En vrai, l'humain, il est plus fort que la machine. Bien sûr. Moi, je vais penser un truc que lui ne va pas penser. Ce qui est sympa avec l'IA, c'est qu'il permet aujourd'hui de réaliser des tâches ingrates. Ça, moi, je lui mets 10 sur 10. Oui, nous, aujourd'hui, on veut gagner du temps. Voilà, c'est un super assistant. Moi, je faisais des trucs en tant qu'enseignant. Je mettais 3 heures à les faire. Aujourd'hui, avec l'IA, il m'assiste. Je lui dis ce que je lui demande de faire. Hop, il me les fait. Donc, c'est pas l'IA qui l'a fait. C'est moi qui lui ai demandé de me faire. Je lui ai demandé de m'assister. Absolument. Tu sais ce qu'il y a à faire. Dans ce cas-là, c'est top. Et moi, c'est ce que j'essaie d'apprendre à mes élèves. Je leur dis, l'IA, c'est un bel outil. Faut l'utiliser. D'ailleurs, j'étais en formation grand oral et on nous a demandé de conseiller aux élèves d'utiliser l'IA, mais pour les accompagner, pas pour rédiger leur synthèse qu'ils vont présenter au grand oral. C'est-à-dire, des fois, ils ont du mal sur les plans, sur les comment faire des transversalités entre les notions, etc. Donc, ça peut être un bel outil, mais pour la rédaction, on va pas demander à l'élève de te faire une rédaction, puisqu'après, tu vas devoir la présenter devant un jury, et si c'est pas toi qui l'as créé, quand tu seras interrogé pendant l'entretien, oui. Et donc, c'est ce qu'on leur demande, mais ça, ils le savent pas, les jeunes. Hein. Donc voilà, si je peux donner encore un conseil à ceux qui m'écoutent, qui ont des examens oraux à passer, faites un sujet que vous avez réalisé vous-même. C'est comme pour les fiches, que tu disais tout à l'heure, les fiches de révision. Bien évidemment qu'il faut les faire soi-même parce que c'est des capacités mnémotechniques. Donc on va se rappeler d'un dessin, d'une couleur, de quelque chose et ça va nous rappeler une notion. Ah, je l'avais vue et je vais la mettre là à tel endroit, etc. Donc ça, c'est super intéressant. Et au même titre, faites vos travaux vous-même, même si c'est pas extraordinaire. L'essentiel, c'est que vous les maîtrisez et que vous savez, bien sûr, que vous savez les expliquer. Même si après l'IA synthétise, embellit un peu le truc, mais au moins que ça vient de toi. Absolument. Moi, c'est comme ça que j'utilise. Absolument. Moi, je fais le plus gros. Après, j'ai dit, bon, écoute, j'ai un peu de. Ok. Et lui, il dit, enlève ça, mets un peu. Tac, tac. Ah, ok, super. C'est top parce que l'objectif après, c'est d'expliciter parce que nous, on est là pour évaluer. Donc, moi, quand j'évalue des connaissances, il faut que l'élève puisse me les expliciter et me dire le b.a.-ba. D'où il a fait ses recherches, pourquoi, comment il en arrive à cette conclusion, etc. Et après, il y a un entretien qui dure 10 minutes, on pose plein de questions. Si l'élève, il a fait un travail d'IA, je le sais tout de suite. C'est le néant. Ouais, donc si je peux donner un conseil, faites vos propres travaux, accompagnez-vous de l'IA, bien évidemment, c'est un très bel outil, mais ne soyez pas dépendant de l'IA. Ouais, essayez de vous débrouiller et lorsqu'on passe une épreuve orale, on est plus sur le forme que le fond. Hein. Nous, ce qu'on veut voir, c'est que l'élève est capable de communiquer, de faire passer des idées, d'être éloquent, donc d'articuler, etc., etc. C'est vraiment ces aspects-là qu'on met le plus en valeur. Le fond, bon, après, on a des élèves il n'est pas expérimenté encore. Après, lui, quand il va travailler, après, ça va rouler tout seul. Après, on n'a pas des élèves qui passent des thèses. Hein. Nous, on est dans le secondaire, supérieur, Bac+2. Donc voilà, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'il y ait un minimum, mais on n'attend pas non plus qu'ils fassent. C'est ce qu'on disait, pas avoir peur de l'échec, mais au moins faire de son propre. Fais ton mieux. Absolument, et il peut exceller. Donc ça, c'est un gros conseil que je donne aux élèves. Moi, tout à l'heure, tu parlais d'un point, la confiance en soi. Les élèves n'ont pas confiance en eux. Ouais. Déjà en STMG, c'est un peu une filière poubelle alors que c'est une des meilleures filières. Bon, c'est normal, moi c'est ma filière et j'y crois. Non, mais même techniquement, franchement, c'est très intéressant. Moi, un très bon élève d'STMG qui a très bonne note, il va en prépa et il fait partie des meilleures écoles de commerce. Moi, j'ai des élèves à moi, mais ils sont les plus motivés de l'époque qui ont été à HEC et qui ont été majors de promo. Hein, vraiment, sincèrement, mais ça existe. Je pense qu'il y a moyen de pirater le truc, de leur dire, grâce à ça, les réseaux, ils n'auront plus de secrets pour vous. Ouais, c'est ça. Vous allez être des champions de marketing, vous allez avoir des millions d'abonnés, vous allez être incroyable, vous allez être très fort. Le marketing. Et là, moi, je pense que là, ça va bosser dur. De leur dire que tout ce qui est réseaux sociaux, TikTok, Instagram, si vous voulez augmenter votre page et tout, en vrai, c'est le marketing. Oui, tout à fait, bien sûr. C'est l'étude des algorithmes, machin, comment ci, comment ça. Tout le monde court après ça. Tout le monde court après le marketing. Le marketing aujourd'hui, c'est des formations pour savoir comment fonctionnent les algorithmes et tout, à quelle heure il faut poster, à quelle heure machin. Et alors que là, ils sont en pleine étude de ça. Tout à fait, ouais. Et ils pourront. Le marketing, l'âge d'or, c'était les années 70-80. Après les 30 glorieuses, il fallait reproduire, etc. Et inciter les gens à consommer. Donc on s'est dit, mais quels sont les besoins ? Répondre à un besoin, c'est là qu'on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on réponde à un besoin. Et après, on s'est dit, on va faire des études et on va, dans la population, choisir, cibler et segmenter des profils bien précis pour leur proposer des produits qui répondent parfaitement à leurs besoins. C'est ça le marketing, ni plus ni moins. Et ceux qui l'ont compris, qui le maîtrisent, ça, on regrette toujours après. Ça, moi, j'aurais fait ça, aujourd'hui, j'aurais regretté. J'aurais été parmi les élèves un peu laxistes, tu vois, machin. J'aurais dit, ah ouais. Et après, quand tu vois les réseaux et tout, j'aurais dit, si je savais, et je me serais donné corps et âme à ça. Ah ouais, bah oui. Bien sûr, c'est intéressant. C'est vrai, t'as raison. Donc, parce que c'est l'avenir. Le marketing, ça augmente de plus en plus, tu vois, avec la Chine, l'Inde, machin. Il va falloir s'y mettre. Bien sûr. C'est que ça.
Très bien. On était dans une époque one shot, là, on est dans une époque où on écoute. Un peu d'empathie, qu'est-ce qu'on a besoin, on est devenu un peu plus intelligent. On est moins dans l'agressivité, dans je dois vendre pour vendre, gagner de l'argent pour gagner. Maintenant, on gagne de l'argent intelligemment. Comment je gagne de l'argent? Comment je fais mon business? Et ça, bah, c'est moderne, hein, c'est contemporain. Aujourd'hui, on est sur cette vague-là. Donc, moi, si je peux terminer là-dessus, donc la confiance en soi, très important. La méthodologie, parce que les élèves, ce qui leur manque aujourd'hui, les connaissances, ils arrivent à les assimiler facilement. Et parce que c'est pas compliqué. Et ce qui leur manque, par contre, c'est de la méthodologie. Comment expliquer ces connaissances-là, comment les relier, comment faire des liens de causalité. C'est ce genre de choses qu'ils ont du mal à faire et qu'il faut qu'ils travaillent. Donc moi, ce que je leur conseillerais, c'est de travailler la méthodologie. Et le meilleur moyen de travailler la méthodologie est de... Après, moi, je parle pour la partie éco-gestion, vraiment STMG qui est propre à moi, parce qu'après, tout ce qui est mathématiques, histoire-géo, je pense que c'est différent. Mais chez nous, il y a des études de cas. Voilà, on a un cas concret. C'est dans ce cas-là, donc c'est une entreprise, par exemple, on va la présenter, elle a différentes problématiques. Et nous, on va, dans les documents, dans les annexes qu'on va présenter aux élèves dans les études de cas, il y a des notions qu'ils ont apprises, mais qu'ils doivent repérer. Ils doivent repérer et les expliquer. On ne les explique pas les notions parce qu'elles sont pratiquées dans les annexes. Donc, ça sera à eux de les repérer, de les expliquer et de dire comment, dans ce document, on les explique, etc. Donc, c'est ce qu'on attend des élèves. Donc, le meilleur moyen de réussir dans ce type d'épreuve, c'est de refaire les exercices et faire des études de cas. L'entraînement, les exercices, faire des exercices, il n'y a pas de secret. Pour moi, apprendre par cœur des notions, c'est inutile. C'est dépassé un peu. Non, bah oui, surtout pas en éco-gestion. C'est par exemple, si je te dis qu'est-ce que c'est que l'image de marque, toi, si tu maîtrises la notion image de marque, c'est super, mais maintenant, est-ce que tu sauras le repérer? Est-ce que tu sauras repérer dans un document qu'une entreprise a un problème d'image de marque et que pour y remédier, doit faire de la communication, etc. etc. C'est ça l'objectif aujourd'hui. C'est pas de savoir qu'est-ce que l'image de marque, mais de savoir, de maîtriser cette notion dans différents contextes. En plus, pour la repérer, il faut savoir ce que c'est. Absolument. Donc absolument. Il est obligé de connaître ça. Absolument. Donc l'élève qui est là et qui va faire des fiches de révision et qui apprend des notions par cœur, ok, c'est bien, mais je veux dire, il faut qu'il les applique. C'est ça, c'est ce qu'on attend de lui. C'est l'intelligence qui est derrière. S'entraîner, refaire des études de cas à la maison, faire un temps de travail, se dire, voilà, moi, je me mets 2 heures, faire des coupures aussi, j'entendais tout à l'heure, c'est très, très important. Donc moi, je suis enseignant, des fois, je suis amené à corriger, notamment pendant les épreuves. 55 copies, je peux pas les faire en one shot. Donc je les fais un peu par-ci, un peu par-là, je me prends un thé, hop, je vais voir des amis, je reviens, je reprends. Ouais, c'est une organisation. Donc les jeunes qui fassent pareil, qui continuent à se divertir, mais de façon, je veux dire... raisonnée quand même. Absolument raisonnée et raisonnable. Mais qui s'organise, une organisation, qui s'organise un temps de travail, qui respecte et qui se motive. Mais justement, c'est dur de l'apprendre tout seul, donc il faut quelqu'un un petit peu derrière toi qui te coach, qui t'accompagne, un mentor, ou on parlait de professeur particulier. Ce que le professeur particulier apporte, c'est beaucoup d'organisation. Après, le problème des profs particuliers, moi par exemple, je suis enseignant. On m'a demandé maintes et maintes fois de faire des cours particuliers, je ne peux pas. Ouais, donc moi j'ai des contraintes familiales et j'ai pas beaucoup de temps, j'ai des grosses journées chargées, je fais beaucoup d'heures supplémentaires parce qu'il y a un manque d'enseignants aujourd'hui, je pense que vous... Bah oui, bien sûr. C'est flagrant, donc nous on est obligé de faire plus d'heures sup, on nous impose pas, mais on nous incite à faire plus d'heures sup et du coup j'ai plus le temps. Donc quelqu'un qui fait des cours un peu comme ça particuliers, je pense qu'il faut qu'il soit motivé. Donc soit prendre un étudiant qui est vraiment bon et qui a envie de... Voilà, bon, on n'a pas le temps de développer, mais là, dans l'idéal, c'est de prendre un vrai professeur. Parce qu'il c'est compliqué, il faut le trouver. Bien sûr. Mais il y en a quand même pas mal. Si tu vois sur le marché du cours particulier, tu as énormément... Qui maîtrise le général ou genre dans un truc spécifique Tu trouves les deux, en fait. C'est d'être onéreux. Je pense que si on trouve un vrai professeur, un bon professeur... Un vrai professeur, ça se paye. Tu veux de la qualité, tu veux quelqu'un qui capte direct ce que ton enfant il a, tu veux quelqu'un qui comprenne ta problématique. C'est comme tu es un bon mécanicien. Tu veux un bon mécanicien, il entend le bruit, il a capté ton truc, il va te faire gagner 2-3 semaines de galère, tu payes. Mais si tu prends le mécanicien du coin et tout le monde va le voir parce qu'il sait faire une vidange, ben voilà, tu fais la queue et il va te faire ta vidange, et alors que toi, c'était pas la vidange qu'il fallait faire, tu vois. Et avec les cours particuliers, c'est un peu la même chose, tu vois. Si tu peux prendre, moi j'ai vu même des gens, des 5 € de l'heure, ils prennent des étudiants, ils viennent juste d'avoir le bac. Mais lui, il va aider qui? Tu vois, peut-être qu'il est bon dans le technique, il sait apprendre par cœur, mais pédagogiquement, il peut pas amener quelqu'un à comprendre son erreur. Donc voilà, ça dépend ce que tu cherches, ça dépend ce que tu veux. Je pense qu'on en parlera à une autre émission, parce que là, on est arrivé au terme de notre émission de ce soir. On a dit pas mal de choses. J'espère que ça a été utile. Donc, je remercie Riyad. Je vous en prie, avec grand plaisir. De nous avoir rejoint, partager son expérience d'enseignant et d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, parce qu'il y a beaucoup de gens, même si on connaît beaucoup de professeurs, ces gens ne connaissent pas le métier d'enseignant, ce que ça implique, le contexte de l'enseignement. Ça reste quelque chose d'obscur pour beaucoup de gens. Donc, les témoignages comme le tien, c'est vraiment très éclairant.
Camille, est-ce que tu veux nous donner des derniers conseils peut-être sur l'aspect santé ou non? Ou ça y est, t'en as fait le tour tout à l'heure? Alors moi j'en ai encore plein d'autres Bah si oui, tu bah, veux, mais ça même moi, demandera j'ai- encore une autre émission. Ah, donc, je suis d'accord avec toi. De toute manière, les émissions qui concernent les examens, c'est pas terminé. On en fera d'autres, je l'espère. Et voilà, donc un petit dernier mot peut-être pour les abonnés avant de se quitter. Bah écoutez, définissez vos objectifs. Voilà, ça c'est le point de départ et Ouais. ça va vous aider pour le reste. Et ça motive. Et soyez motivés. Ouais, c'est ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Motivez-vous.